une production du Studio SF. Salut tout le monde, bienvenue à Elle parle, le podcast qui me fait sortir un peu de mon congé de maternité. Cette semaine, j'ai rencontré India Desjardins. Et pour celles et ceux qui n'ont jamais écouté le projet, pour moi, Elle parle, c'est vraiment une façon d'aller au-delà des sentiers battus. C'est vraiment un projet qui permet d'aller, je pense, en toute intimité dans des discussions que j'aurais pas nécessairement à la télévision ou à la radio à cause du format ou à cause aussi de toute la liberté qu'impose le podcast. Et avec India Desjardins, j'ai un peu découvert, je crois, cette femme-là que j'avais vue justement dans des entrevues médiatiques plus traditionnelles et j'avais une perception d'elle qui finalement s'est pas avérée exacte. India Desjardins, c'est vraiment une fille bubbly, hyper sensible, oui, mais c'est aussi une femme qui se pose beaucoup de questions, qui, comme son personnage d'Aurélie Laflamme, se questionne beaucoup sur le sens des choses. India Desjardins, vous la connaissez probablement, c'est une autrice à succès. C'est une femme qui écrit depuis une dizaine d'années et que vous connaissez probablement à cause de sa série Aurélie Laflamme. Elle a écrit également des romans, des bandes dessinées. Elle écrit également pour le cinéma. Donc, je vous invite à la découvrir, comme je l'ai découverte, moi, dans cet entretien-là, hyper stimulant. Bonne écoute! La NASA bright up, late nights I stayed up. Cold nights I laid in my bed with a feeling that I couldn't shake up. I never could shake up. J'ai fait de l'insomnie cette nuit. Je suis comment une personne insomniaque. Alors, je me suis réveillée à 5h30. Puis, fait que dans ce temps-là, je sais pas si ça te fait ça, toi, là, mais quand je dors pas, je suis comme, tu sais... Ouais, puis là, comme j'ai un petit bébé, c'est sûr que des fois, je dors pas, mais en même temps... Fait qu'on est dans le même état. Non, mais ça me rend anxieuse, moi. Oui, c'est ça, moi aussi. Quand je dors pas, on dirait que je réfléchis à tellement d'affaires. Pourquoi t'as pas dormi? C'est-tu parce que tu pensais à tes créations? Oui, ces temps-ci, je suis dans un moment d'attente, OK? D'attente pour savoir si certains projets vont fonctionner. Puis ce moment-là me tue. Ouais. Ouais, tu sais, t'as pas le contrôle de rien. Puis en attendant, je fais d'autres projets, mais je suis en attente. Je me rajoute des projets sur lesquels je suis en attente. Mais Donc, l'attente, pour toi, c'est quoi? Ça te crée de l'anxiété parce que tu te dis peut-être que demain, j'aurai plus de travail ou... Oui, bien, tu mets le doigt dessus, là, mais oui, ça fait... C'est comme si ça me dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire si ça marche pas? Puis là, je me cherche des jobs pendant ce temps-là. Comme là, l'hiver passé... Attends un peu. Moi, là, ça me fascine parce que dans ma tête, India Desjardins qui a vendu comme 2 millions de livres d'Aurélie Laflamme, pour moi, t'as comme pas besoin de ça. Pas dans le sens de la richesse ou quoi que ce soit, mais il semble que, tu sais, un petit 6 mois, ça pourrait se faire sans travail pour toi. Oui, un petit mois, ça pourrait. Mais en fait, c'est l'inaction, tu sais, je veux dire, j'ai 43 ans, puis tu sais, quand tu penses à ça, là, tu te dis, bon, il me reste peut-être 30 ans de métier à accomplir. Est-ce que je vais avoir assez d'idées? Est-ce que je vais continuer d'être pertinente? À un moment donné, c'est sûr et certain que tu dis, il y a plein de nouvelles personnes jeunes qui ont du talent, qui ont des nouvelles choses à dire. Est-ce que moi, ce que je dis, c'est dépassé? Tu sais, c'est vraiment bizarre parce que c'est comme si à un moment donné, tu as 20 ans, puis là, tu veux réussir, tu dis, je vais tout faire pour prendre ma place, puis tout ça. Puis à un moment donné, tu sens que tu as un peu ta place, mais c'est comme si ça dure une petite fraction de seconde. Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, tu as 43 ans, tu as de l'expérience, tu as des succès derrière toi. Il me semble que là, c'est le moment où tu es le plus mûr. J'aimerais ça être... J'ai 43 ans. Hey, je suis bien, là, à ma place, là. J'ai fait ma place, puis tout ça. Je suis pas comme ça. Je suis encore la fille de 20 ans dans ma tête qui veut faire sa place, tu sais. C'est bizarre, hein? Ouais. Pourquoi? Puis, je suis tout le temps surprise quand il m'arrive quelque chose, comme j'en reviens pas, ou... Puis, j'ai jamais accroché chez nous, tu sais, des posters d'Aurélie ou des prix ou des choses comme ça, comme pour me garder toujours à zéro, dans le sens, pas à zéro comme je suis une zéro, c'est pas ça, mais comme pour me garder à, quand je commence un projet, je commence à zéro. Comme quand j'ai fait Aurélie, comme quand j'ai fait n'importe quelle affaire, pour jamais m'asseoir sur ce que j'ai fait avant, pour toujours recommencer à faire quelque chose qui me tente. Mais oui, ça m'arrive de chercher des jobs. Puis là, mon dernier trip, c'était que
À chaque année, je vais à Sainte-Justine voir les enfants malades. Je me fais souvent appeler soit pour visiter une personne ou soit pour visiter pour un événement quelconque. Puis l'aile qui me fascine le plus, puis ça va te parler, toi, parce que tu as déjà parlé de ça, mais c'est l'aile des troubles alimentaires. Je suis vraiment touchée. Tu vas à Sainte-Justine ouais. aux troubles alimentaires? Ouais, ouais. Ah, c'est là que j'ai été hospitalisée. Pour vrai? Puis c'est vrai que sur le même étage, il y a des enfants malades. Ben en fait, là. Eux sont considérés quand même... Oui, les jeunes qui sont là sont malades, mais plus loin, moi, je me rappelle que quand j'y étais, il y avait des enfants qui avaient des graves problèmes, mais qui n'étaient pas reliés aux troubles alimentaires. Je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui. Ben je sais pas, parce que moi, ça fait partie de mes visites, là, l'aile des troubles alimentaires, puis je capote, je suis fascinée, je les aime, Puis je me disais, j'aimerais ça. C'est comme si, quand je les rencontre, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Puis j'aurais le goût d'être psychologue spécialisée pour les personnes qui ont des troubles alimentaires. Puis, Attends un peu, pourquoi? Je suis touchée par ces personnes-là. Puis avant, ça touchait plus les filles. Puis maintenant, de plus en plus, il y a des garçons. Puis là, cette année, c'était la première fois que je voyais un garçon. Il y avait un garçon parmi quelques filles. Et pourquoi il y a des garçons maintenant? C'est beaucoup à cause des réseaux sociaux. Parce que là, les garçons se mettent à suivre des garçons qui sont beaux, qui sont, les garçons, en fait, c'est le contraire des filles. Les garçons veulent être musclés, tandis que les filles veulent tout le temps maigrir, disparaître. Puis c'est bizarre parce que tu vois ces superbes filles-là, intelligentes, là, qui te regardent pas dans les yeux, qui regardent par terre, qui veulent disparaître. Je sais pas si toi, tu te sentais comme ça. Je me sentais. Ouais. C'était le mot, vouloir disparaître. Ouais. C'est vouloir disparaître alors que tu commences ta vie. Oui. Puis que tu veux pas exister, puis tu veux pas qu'on te voit. Tu veux être effacé quelque part. Puis tu vois, toi, t'es un bon exemple de ce que je perçois là-bas. C'est que t'es une fille ultra intelligente, t'es super belle, puis au lieu de vouloir être vue, tu voulais à ce moment-là, tu sais, j'imagine que tu vas mieux maintenant, mais tu veux pas qu'on te voie. Mais c'est intéressant ça parce que, tu sais, je trouve que ton personnage d'Aurélie, finalement, il s'assume, tu sais. Il y a quelque chose de... Oui, il y a des insécurités, puis oui, elle a des questionnements forts, mais en même temps, je trouve qu'il y a une certaine force chez Aurélie, puis je comprends aussi que ce personnage-là peut leur parler, tu sais. Oui, comme moi, pour te dire la vérité, j'avais jamais lu les livres d'Aurélie Laflamme. J'avais jamais lu tes livres et j'ai eu un coup de cœur pour ce personnage-là parce que surtout à cette époque-là, on parlait vraiment moins de personnages féminins qui avaient une certaine force, qui avaient une irrévérence, qui avaient un souci, tu sais, autre que les garçons, tu sais. Et je trouve qu'Aurélie, là-dessus, est quand même très émancipée quelque part dans son fondement intérieur. Puis quand je l'ai découverte, je me suis dit, mon Dieu, si j'avais lu ça à 12 ans, ça m'aurait peut-être inspiré, ça m'aurait peut-être eu le goût de me déniaiser un peu, justement, d'exister plutôt que de disparaître, tu sais. Tu sais, c'est drôle parce que la plupart, tu sais, quand je donne des entrevues, c'est sûr qu'on me parle beaucoup des chiffres de vente, puis, tu sais, j'en suis contente parce que je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est le fun qu'il y ait un beau succès comme ça ici de littérature au Québec. Ça démontre que c'est possible avec des livres, tu sais, de faire ça, puis d'aller un peu partout dans le monde, puis tout ça, puis que notre histoire s'exporte. Mais moi, ce qui me touche le plus au-delà des chiffres, c'est quand des personnes viennent me dire « ça m'a aidé à traverser des moments difficiles ». Puis là, beaucoup d'anciennes lectrices, il y a plus de lectrices, mais il y a quand même des lecteurs, viennent me... Tu sais, ils ont 20 ans aujourd'hui, puis là, des fois, je les rencontre dans la rue, puis ils me disent « Ah, mon Dieu, ça m'a aidé à traverser... » La plupart du temps, c'est ça qu'ils me disent. « Ça m'a aidé à traverser une période difficile de ma vie. » Puis moi, c'est pour ça que je l'ai écrit. C'est pour ça que le premier tome s'appelle « Extraterrestre » ou presque, parce que moi, quand j'étais ado, je me sentais comme une extraterrestre. Oui, c'est ça. Tu te sentais comme ça? Oui. Puis la dernière phrase du livre que j'ai eue comme idée, parce que j'ai tout le temps une première phrase puis une dernière phrase. Fait qu'une première phrase de quand je commence à écrire un livre ou une histoire ou n'importe quoi, la dernière phrase du livre, mais là, j'avais la première phrase de la série, la dernière phrase de la série. Puis
la première phrase d'Aurélie, pour Extraterrestre Presse, c'est « Parfois, je me sens seule dans l'univers », tu sais. Puis la dernière phrase de la série, puis le dernier paragraphe, là, je suis même pas capable de te le lire de vive voix parce que... Ça te rend trop émotive? Oui, mais je suis capable de dire que la dernière phrase, c'est ma place, c'est celle que je vais décider de prendre. Puis ça, pour moi, c'était ce qui était le plus important pour les jeunes de retenir avec la série, puis c'est la dernière phrase du livre. Puis tout le paragraphe qui vient avant, bien, j'ai de la misère à le lire parce que, tu sais, je veux dire, ça parle trop de moi puis de ma difficulté à savoir où ma place dans le monde. Puis, tu sais, je pense que c'est universel. Puis quand j'ai commencé à écrire Aurélie, tu sais, tu l'as dit, c'est que des personnages féminins comme ça, tu sais, il y en a eu parce que, tu sais, moi, j'en ai aimé comme Anne la Maison Pignon Vert, que c'était ça l'histoire, qu'elle cherchait sa place, puis c'était très féministe, Anne la Maison Pignon Vert. Ou, tu sais, même Les 4 filles du Docteur March, ou, tu sais, c'est toutes des histoires, ça, qui m'ont inspirée. Mais à l'époque où je l'ai écrit, c'était beaucoup des livres fantastiques. C'était avec Harry des Potter. héros, ouais. Moi, c'était Harry Potter qui m'accrochait. J'avais pas Ben, moi d'héroïne aussi, féminine ouais, c'est à ça. cette époque-là. Puis quand il y avait des livres féminins, c'était beaucoup des livres où les filles étaient en compétition. Tu sais, souvent, t'as la gang de filles pas fines, puis là, ben, t'es victime de cette gang-là de pas fines. Puis je me disais, est-ce que ça se peut que... Puis moi, c'est ça que j'ai essayé de mettre en lumière dans Aurélie, que des fois, quand t'es deux gangs qui t'entendent pas bien, des fois, c'est juste parce que t'as pas d'affinité, tu sais. Puis puis l'intimidation, ça existe. Moi, j'en ai vécu, puis toi, t'en as peut-être vécu aussi. Puis, tu sais, je pense que beaucoup de monde, on en a vécu à une certaine mesure. Mais c'est drôle parce que quand tu deviens adulte, tu apprends à découvrir des gens, puis tu te rends compte que peut-être même toi, tu as été intimidatrice avec quelqu'un sans le savoir. Tu sais, moi, je me souviens, là, j'ai vécu de l'intimidation, mais des fois, quand je me rappelle, ça m'est arrivé d'arrêter de parler du jour au lendemain à quelqu'un parce qu'elle me tapait ses nerfs, puis de plus vouloir y parler. Puis peut-être que cette personne-là, ça lui a fait extrêmement de la peine, comme moi, j'ai eu de la peine quand d'autres personnes ne voulaient pas me parler, tu sais. Fait que, tu sais, c'est complexe, les relations au secondaire, puis c'est pas tout noir ou tout blanc avec des méchants puis des gentils. Tu sais, il y a comme beaucoup de nuances de gris là-dedans. Mais quand tu étais petite, justement, tu t'as déjà dit que tu écrivais des romans à 8 ans. Ouais. Mais est-ce que tu rêvais d'écrire des histoires, de raconter des histoires? Non, puis ça m'a pris du temps à me connaître moi-même, tu sais. Puis ça, j'avais envie de raconter cette histoire-là aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent déjà d'emblée ce qu'ils veulent faire dans la vie. Tu sais, mettons, tu sais, quelqu'un comme... tu sais, qui un athlète, c'est ça, à ça que je pense, tu sais. Tu te dis, mon Dieu, la personne travaille toute sa vie pour ça. Ouais. Mais quand t'es quelqu'un que tu sais pas c'est quoi ta passion, puis moi, j'écrivais, mais j'étais même pas consciente que c'était ma passion parce que je le faisais. Pour moi, c'était comme normal de faire ça. Donc, je savais pas que ça pouvait être un métier. Fait que ça m'a pris bien du temps avant de découvrir que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Puis, à la limite, tu sais, c'est en essayant de réaliser d'autres rêves que finalement, j'ai découvert ce rêve-là que j'avais pas. Je sais pas si ça fait du sens ma phrase. Oui, je comprends. Mais moi, tu sais, j'avais le goût. Tu sais, j'étais journaliste, j'ai étudié là-dedans. J'avais envie d'être journaliste puis d'être animatrice télé ou animatrice de radio, je sais pas trop quoi, alors que j'aurais été vraiment nulle pour ça. J'ai pas la personnalité pour ça. Je suis une personne solidaire. Tu dis ça souvent en entrevue que t'aurais été nulle. Moi, je trouve pas que t'aurais été nulle. Mais je te dis... Mais dans la Lune. C'est ça que tu disais, que t'étais dans la Lune, que... Ouais, dans la Lune, puis... Je suis quelqu'un que j'aime quand même beaucoup ma solitude. Tu sais, comme j'aime ça, là, ici, tu sais, là, c'est le fun, on est dans un safe space. Oui, on est bien, on est ensemble. Je veux dire, on n'est pas sous les projecteurs écoutés par 1 million de personnes. C'est ça. Mais, tu vois, j'ai déjà fait de la télé au Canal Vox, là, à une certaine époque, puis je trouvais ça long, tu sais, toute la journée, se faire maquiller, tu sais, attendre que les choses soient prêtes. Finalement, rendu au moment de tourner, j'étais comme plus là, on dirait, dans ma tête.
Puis j'arrivais chez nous, puis j'écrivais, puis finalement, c'était ça que j'aimais. Fait que ça m'a pris du temps avant de réaliser que T'étais bien dans ta bulle, dans ton imaginaire aussi. Oui, puis c'est comme si à cette époque-là, je me disais, mais ça se peut pas, tu sais, il y a personne qui peut faire un métier d'écrire des livres, fait que ça se peut pas. Tu sais, c'est comme si quand ce rêve-là s'est pointé, c'est comme si je me disais, ça se peut pas. Puis c'est quand j'ai décidé que c'est pas grave que ça se puisse pas, mais que j'ai le goût de le faire pareil, que finalement, je l'ai fait, puis j'avais pas d'attente par rapport à ça, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent des conseils, tu sais. Puis le conseil qu'on me demande le plus souvent, c'est comment on fait pour vendre des livres. Mais ça, je trouve ça fascinant parce que quand je google ton nom, il y a plein de gens qui parlent de ça. Comment qu'elle a fait pour vendre 2 millions de livres? Comment qu'elle a fait? C'est quoi la recette? Je suis comme, vraiment? Vous n'êtes pas gênés? Vous demandez ça comme ça? C'est ça le but de l'écriture? Oui, c'est ça. De vendre des livres, c'est dommage. Est-ce que c'est ça le but de l'écriture? Je trouve ça plate. C'est pas ça le but d'écrire, il me semble. Non, c'est pas ça le but d'écrire. Puis moi, c'était pas... Tu sais, j'ai jamais pensé... Hey, quand là, j'ai écrit Aurélie, là, je pensais jamais que ça aurait ce succès-là parce que c'était pas ça à la mode. Si j'avais voulu être... Hey, c'est plus à la mode de dire à la mode, hein? c'est mon âge. Non, mais tu sais, c'était pas ça qui était hot à ce moment-là. Ce qui était hot, c'était des livres fantastiques avec un héros masculin. Si j'avais voulu embarquer dans la tendance, j'aurais fait ça. Donc, je trouve ça plate que les gens, au lieu de se demander qu'est-ce qu'ils ont envie de dire, qu'est-ce qu'ils ont envie de raconter, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, tu sais, ils me demandent comment on fait pour écrire des livres qui ont du succès. Mais je ne sais pas, moi. Puis Aurélie, ça a du succès, mais une histoire de cancer qui finit bien, par exemple, c'est beaucoup moins de ventes, là, tu sais, parce que... Mais c'est pas ça l'important pour moi. Mais tu le fais pas pour ça, de toute façon. Je le fais pas pour ça. Mais je me posais la question en lisant Aurélie, puis je me disais, pourquoi la disparition du père? Pourquoi l'absence du père? Est-ce que toi, ton père a été présent dans ta vie? Mon père a été présent, puis tu sais, c'est bizarre parce que pour moi, tu sais, quand j'ai écrit Aurélie, là, Aurélie est arrivée dans ma tête à une période de ma vie, je venais juste, moi, de passer près de la mort. J'avais eu une embolie pulmonaire. Et j'avais... Attends, là, ça, c'est comme une grosse parenthèse que tu as failli mourir avant d'écrire Aurélie. Oui, c'est comme un reality check. Comment ça s'est passé, ça? Bien, ça, c'est à cause de la pilule anticonceptionnelle. Ouais, tu fais partie des je fais partie de ça. Qui... Oui. Hein? Oui. Et mon ex Simon m'avait pas amenée à l'hôpital, je serais morte. Et c'est vraiment drôle. J'ai jamais raconté ça, OK? Mais quand Simon puis moi, on est arrivés à l'hôpital, moi, j'étais pas capable de respirer, OK? Puis là, c'était pendant la nuit. Puis, tu sais, souvent, quand tu veux aller à l'urgence, tu te dis « Ah, je vais attendre trop longtemps ». Puis moi, je suis une personne anxieuse, donc je pensais... Puis ça faisait 2 semaines que j'avais sorti mon premier livre, Les Aventures d'Indiana Jones. Donc, je pensais que j'étais en anxiété à cause de la sortie de mon livre. Donc, je pensais, vu que je n'étais pas capable de respirer puis que je suis habituée à ça un peu dans ma vie, bien, je pensais que je faisais une crise d'anxiété. Mais je n'étais pas capable de respirer à un point que si, mettons, j'ai parlé à ma meilleure amie au téléphone le soir même, elle me faisait rire puis j'étais là, ça me fait mal, ça me faisait mal sur le côté comme ça. Puis Simon puis moi, on était Simon, il m'a obligée à aller à l'urgence. Puis si on n'était pas allé, probablement que le lendemain matin, moi, je me serais pas réveillée. Ben non! Ouais. Fait que j'ai des frissons. Ouais, ça explique probablement la grande amitié entre lui puis moi, parce que quand tu vis ça, que lui, il m'a sauvé la vie, tu sais, c'est impossible que cette personne-là soit plus dans ma vie, malgré toutes les chicanes qu'on a eues, puis tu sais, tout ça, mais c'est comme on est liés un peu. Mais là, là, ça t'a fait comme une espèce de, je sais pas, prise de conscience d'avoir failli mourir, tu sais. Ben, il y a eu toutes sortes d'affaires, mais c'est ça, l'anecdote que je voulais raconter, c'est quand on était à l'urgence, j'étais arrivée, puis j'étais avec lui, puis là j'ai dit, je suis plus capable de respirer, tout ça. Puis là, ils ont regardé Simon, puis ils m'ont regardé, puis c'est lui qui me raconte, parce que moi, je m'en souviens pas. Ils ont dit, oui, vous êtes tombée dans les escaliers, hein, madame? Tu sais, ils pensaient que j'étais une femme battue.
Ben non! Oui. Ben non! C'est drôle, hein? Ben non! Mais en même temps, je comprends pourquoi ils font ça, c'est-à-dire qu'ils se mettent complices un peu avec la fille. Ah, OK, pour, moi, j'aurais pas tu sais, catché. Ben là, moi, j'étais en embolie pulmonaire. De quoi tu parles, Oui, c'est ça. dude? Mais là, ils ont pris ma prise de sang, puis ils ont vu que j'étais pas une femme battue, que j'étais plutôt une femme que j'avais un caillou et tout ça, puis ils m'ont pris juste à temps, puis mais j'ai eu plusieurs réalisations. Premièrement, j'ai eu la réalisation que, tu sais, je venais juste de sortir mon premier livre, j'avais tout mis là-dessus. J'ai eu la réalisation qu'à l'hôpital, c'était pas mon livre qui me tenait la main à l'hôpital. Ouais. C'était les gens que j'aime. Fait que ça, là... T'as-tu vu le tunnel? Non, pas en tout. Puis j'étais super zen, puis... Mais t'es pas morte, là. Je suis pas morte. Ça se dit vraiment mal J'ai du même, failli. mais- OK, t'as failli mourir. J'ai Bon, failli. d'accord. J'étais à moins une. Puis quand la grosse douleur comme ça en embolie pulmonaire, ils te donnent de la morphine. Là, fait que... Puis ça, ben, j'ai bien aimé ça. C'est comme moi T'sais, quand moi, j'ai je pris suis- l'épidurale. moi, là, je prends pas d'alcool, tu sais, je prends pas de drogue, tout ça, mais j'ai des très bons Tu prends souvenirs. pas de drogue jamais? Jamais. Crime, j'aurais dû t'apporter un petit joint. Tu sais, mettons, à 20 ans, là, Oh. tu sais, j'ai eu ma petite passe, mais à un moment donné, là, c'est juste... Je suis pas bien, tu sais, là-dessus. Tu sais, je pense Non, que je suis mais une c'est personne exact. Mais trop la anxieuse. morphine, ça te La fait du morphine, j'ai bien aimé ça. Mais tu sais, là, je conseille pas au monde de prendre la morphine, n'importe quoi, mais j'étais à l'hôpital, j'avais le droit, là. Mais en tout cas, bref, fait que ça a été ça ma réalisation. Et pour en revenir à Aurélie, c'est que quand j'étais à l'hôpital, quand je suis revenue, moi, j'avais une chatte qui s'appelle Sibylle. Oui, Sibylle. Je l'aime. Et elle s'est laissée mourir, en fait, pendant que j'étais à l'hôpital. Puis quand... Non. Ouais, puis Ah non. quand je suis revenue, elle était toute... là, elle a vu que j'étais revenue, fait qu'elle elle a recommencé à manger parce qu'elle avait arrêté de manger pendant que j'étais pas là. Puis elle faisait jamais ça, hein. By the way, je pouvais la laisser des fois des jours. Puis Simon, il essayait d'aller la nourrir, puis elle voulait pas. Puis elle se couchait sur mon oreiller, puis elle m'entendait. Puis elle est décédée, elle aussi, finalement, quelques semaines plus tard. Et Aïe, aïe, mais moi, Fait que c'est ça beaucoup. me fait capoter la Ouais. mort des animaux. Là. ouais, ça a été un gros traumatisme pour moi. Puis moi, quand j'étais petite, puis que j'ai eu Sibylle à 11 ans. Fait que Sibylle, elle a traversé mon adolescence avec moi. Elle a Mais mon traversé... Dieu, elle avait 100 ans. Elle avait 17 ans. Ouais, j'ai eu mon embolie à 28 ans. OK, c'était correct. Fait que c'est comme s'il y a plein de choses de mon adolescence qui me sont revenues à l'esprit. Et je me suis demandé, si j'avais un enfant puis qui me demandait c'est quoi la mort, qu'est-ce que je répondrais? Puis la seule réponse qui me venait en tête, c'est « je le sais pas ». Puis quand je me demandais « est où Sibylle en ce moment dans l'univers », c'est « je le sais pas ». Puis j'ai eu un grand sentiment d'humilité face à la vie, mais face aussi finalement à mon manque de spiritualité. Puis je me suis dit, comment on grandit, tu sais, sans repères spirituels? Parce que, mettons, à d'autres époques, les repères spirituels étaient imposés, ou quand tu as des croyances, tu as des repères spirituels qui te sont imposés par tes croyances. Mais si, finalement, tu nais dans une famille athée ou tout ça, puis je pense qu'au Québec, il y en a quand même beaucoup, comment tu trouves tes réponses à ces questions-là? Puis c'est comme ça qu'elle est apparue dans ma tête, Aurélie. Puis son père était décédé quand elle avait 9 ans, puis sa mère n'a pas été capable de lui donner une belle image de la mort. Puis c'est comme si Aurélie est devenue une partie de moi, puis sa mère est devenue une partie de moi. Donc, c'est pas nécessairement... Il y a une partie de mon adolescence, mais c'est pas mon adolescence, c'est vraiment une fiction. Il y a vraiment de mes émotions là-dedans. Puis j'avais envie de raconter une histoire d'une personne qui a vraiment une quête identitaire au lieu d'avoir une quête de... Tu sais, je veux dire, dans une quête identitaire, il y a de l'amour qui arrive là-dedans, il y a de l'amitié, il y a ta famille, tout ça. Mais pour moi, je voulais pas que ce soit le focus, puis j'étais tannée qu'à chaque fois qu'il y a un personnage féminin, le focus est tout le temps sur... Les autres. Oui, puis Sur quel les autres. linge que je vais porter, puis tout ça. Ouais. Ça se peut-tu, une fille qui est à l'école, puis elle roche pour trouver c'est quoi ses rêves, pour trouver... C'est quoi le sens Oui. aussi? Parce que je trouve que... Tu sais, moi, j'ai 28 ans, là. Et j'ai lu Aurélie et j'ai eu du plaisir parce que je me reconnaissais en elle. Je pense qu'il y a Ouais. beaucoup de gens qui se reconnaissent dans la quête de sens de cette
fille-là. Et je me revois à cet âge-là, j'avais ces mêmes doutes-là. Et c'est pour ça que je t'ai écrit sur Instagram, je t'ai dit « Hey, il me semble qu'il y a un aspect de doute métaphysique dans ton livre. » Puis j'y crois vraiment parce que... Puis je lisais le tien en même temps. Ouais, puis mais... on se disait qu'on avait beaucoup de familiarité dans nos... Oui. Parce que là, t'as ton livre qui sort bientôt. Oui, c'est ça. Puis qui est très bon d'ailleurs. Merci. Je veux le souligner parce que là, tu mets beaucoup le focus sur moi, mais Ben je veux non, quand même mais- souligner que c'est ta première fiction puis que c'est vraiment très bon. Ah, ben merci Puis que toi beaucoup, aussi, ça t'as me touche beaucoup d'observations finalement. Ah non, mais pour vrai, je lisais Aurélie, puis j'étais comme, ben voyons donc, il y a plein d'éléments en commun là, de réflexion. Tu sais, comme dans mon livre, quand je cite John et Max sur les extraterrestres, Ouais. il y a un petit clin d'œil parce que pour toutes sortes de raisons, tu sais, pour moi, l'existence autre aussi est un questionnement, le sens des choses, puis tu sais, tout l'aspect un peu d'Aurélie qui se questionne sur justement les planètes, etc. Moi, mon père, c'est un grand fan d'astrophysique, puis il se questionnait beaucoup par rapport à toute la... Ben c'est ça, ce qui se passe ailleurs, là. Puis moi, je regardais ça quand j'étais jeune, vraiment avec un œil extérieur, mais en même temps, ça me faisait me questionner. Tu sais, je regardais les étoiles, puis je me disais, bon, c'est quoi ces étoiles-là? Ça sert à quoi? C'est quoi un trou noir, etc. Puis chez Aurélie, je trouve qu'il y a aussi cette espèce de questionnement, des fois un peu enivrant, puis... Ouais. Tu sais, Je suis quoi dans... Tu sais, je te trouve philosophe, en fait. T'es fine. Est-ce que tu aimais tes cours de philosophie? Ben oui. Hey, j'ai déjà eu genre 103 sur 100. OK, c'est ça. Oui. C'est ça, je me suis dit, en fait, tu sais, pour moi, c'est une révélation. Je pensais pas que c'était des trucs qui t'habitaient comme ça. J'étais vraiment étonnée, tu sais, Mais parce que... c'est drôle parce que beaucoup de commentaires que je reçois sur Aurélie, c'est que les gens qui le lisent pas vont avoir une perception de ce que c'est, mais les gens qui le lisent, finalement, découvrent autre chose, puis découvrent qu'il y a un propos. Il y a plein de doubles lectures aussi que Ouais. tu peux faire quand t'es plus vieux également, tu sais. Puis il y a beaucoup qui le relisent maintenant puis qui disent « Oh mon Dieu, je comprends des choses que j'avais pas saisies à l'époque. » Parce que moi, c'est sûr que je voulais que ce soit divertissant. Tu sais, ça non plus, j'en ai pas beaucoup parlé, mais dans mes réflexions sur Aurélie, bon, tu sais, ce qui m'a amené à écrire Aurélie, bon, il y a eu mon embolie pulmonaire, puis il y a eu ce questionnement-là que j'ai eu, puis j'avais envie d'offrir ce que moi, j'avais pas eu quand j'étais ado, c'est-à-dire une espèce de compréhension. C'est-à-dire, tiens-moi par la main, puis explique-moi mes émotions. Puis là, moi, j'avais 28 ans, puis j'avais des mots pour mettre sur les émotions. Mais Attends, t'avais 28 ans quand t'as écrit? Quand j'ai commencé à écrire Aurélie, c'est OK. un peu après mon embolie. Aurélie est sortie quand j'avais 30 ans. On a sorti 2 tomes en même temps. Mais il y avait aussi, quand j'ai écrit mon premier livre, Les Aventures d'Indiana Jones, il y avait une fille qui était venue me voir au Salon du Livre, puis elle m'avait dit « Hey, j'ai beaucoup aimé ton livre, je m'appelle Roxane, comme ton personnage, tout ça. » Fait que là, je dis « Ah, merci beaucoup de l'avoir lu, ça me fait plaisir. » Puis là, elle fait « Ben là, c'était comme pas un supplice, genre, tu sais. » Je suis tombée en amour avec elle. OK. Tombée en amour avec... Tu sais, ce petit côté frondeur-là, puis, tu sais, elle lit, puis elle vient me demander une signature, mais en même temps, elle est frondeuse avec moi, puis j'ai capoté sur cette fille-là. Quelques mois plus tard, je vois que Roxane est décédée. Ah! Ouais. Elle sortait avec un gars et... Elle est décédée? Elle est décédée. Mon Dieu, c'est un gros choc. Elle là, a quand fait même. Elle a eu des complications suite à avoir pris de l'ecstasy. Je ne sais pas si c'est une overdose ou tout ça, mais tu sais, ça arrive très peu souvent. Puis moi, je me suis dit, pourquoi? Tu sais, est-ce qu'elle a pris de l'ecstasy vraiment parce qu'elle en voulait ou parce qu'elle voulait pas déplaire à son chum ou tout ça? Puis je me disais, c'est primordial d'avoir un personnage féminin fort qui va prendre ses décisions pour elle, pour montrer un modèle aux filles de personnages qui veut pas juste sortir avec un gars cool, qui veut pas juste plaire à quelqu'un, puis qui va se retrouver... Puis tu sais, je te dis pas, je le sais pas, je la connais pas sa vie, OK? Fait que je sais pas si elle a pris de la drogue parce qu'elle voulait vraiment puis que c'était son trip à elle. Mais tu sais, son chum, il avait l'air d'un vendeur puis tout ça. Fait que tu sais, moi, je me suis fait un narratif dans ma tête qu'on avait besoin d'un personnage qui est fort puis qui explique les émotions intérieures qu'on vit à l'adolescence puis qui fait le choix de pas nécessairement aller vers ce qu'on nous dit qu'on devrait aller. Puis tu sais, par exemple, dans les comédies romantiques, en tout cas moi, celle de mon adolescence, la fille a choisi jamais
le bon gars. Elle choisit tout le temps le gars que pendant tout le film la traite comme de la marde. Puis là, à la fin, tout d'un coup, il dit une affaire gentille. Puis là, il faudrait qu'on pense que tout le reste du film n'existe plus juste à cause d'une parole gentille, puis elle finit avec. Puis moi, ça me fâchait. C'est vrai, ça. Ouais, quand on y repense, là. Ça me fâche. J'essaie de repenser aux comédies romantiques de mon adolescence. Moi, j'étais bien fan de Julia Roberts, là, comme tout le monde. Tu sais, Notting Hill, c'était quoi le narratif de ça? Mais tu sais, comme, mettons, juste Pretty Woman, là. Elle se fait traiter vraiment comme de la merde pendant tout le film, tu sais. Puis à la fin, là, il fait une affaire, là, proche du balcon, là, puis moi, quand je le regarde aujourd'hui, puis je veux pas faire du révisionnisme, n'importe quoi, ces films-là, tu sais, je veux dire, dans tout le... À un moment donné, c'est normal que le féminisme évolue, tu sais. Toi, là, tu fais partie des nouvelles voix que, moi, m'ont amené quelque chose de nouveau dans mon féminisme à moi, tu sais. Mon premier livre... Aujourd'hui, je ne le réécrirais pas comme je l'ai écrit. Indiana Jones. Oui, c'est ça. Je ne le réécrirais pas de cette façon-là. Mais, tu sais, je l'assume quand même, mais j'étais rendue où moi-même j'étais rendue. Aussi, oui. Hein, le contexte social a changé beaucoup. Tout a changé. Il y a eu des nouvelles voix féministes dont tu fais partie qui nous ont amené un nouveau point de vue. Puis moi, je trouve que vieillir, c'est de pas... accepter l'adaptation, tu sais. Puis je trouve au contraire que d'accepter qu'il y a des nouvelles voies qui nous amènent des nouvelles choses, ça fait juste agrandir, ça fait juste évoluer. Puis moi, je suis quand même adepte de l'évolution. Bousculé par les changements sociaux. Tu sais, des fois, j'entends des personnes qui disent « Ouais, mais on peut plus rien dire. » Non. Est-ce que tu t'auto-censures dans tes nouveaux écrits? Est-ce qu'il y a... Je me questionne. Tu sais, il y a des affaires que je me dis « Ah, ça, je l'avais d'instinct. » Comme par exemple, mettons, le test de Bechdel. Là, oui, bon. C'est ça que je me disais. Est-ce que tu l'as fait sur ton... Ben, c'est drôle parce que ça n'existait pas là, en 2004-2005. Peut-être qu'on peut expliquer un peu ce que c'est pour celles qui ne savent pas et ceux qui ne savent pas. Veux-tu l'expliquer? Ben, en fait, c'est un test que tu appliques, je crois, à des fictions pour voir s'il y a un certain niveau d'égalité dans toutes sortes d'éléments qui peuvent sembler invisibles dans une œuvre. Par exemple, le nombre de prises de parole, l'agentivité de la personne. Ben, il faut qu'il y ait au moins 2 personnages féminins qui parlent de d'autres choses que d'un personnage masculin. Okay. Et il faut que tu connaisses leur nom de famille puis qu'il y ait une vraie quête personnelle. Moi, Aurélie, là... Ah ben, Aurélie, elle l'a complètement, là. Mais sans avoir connu cette affaire-là, parce que moi, t'as l'histoire de la mère, t'as l'histoire d'Aurélie, t'as l'histoire... Moi, j'avais envie de faire des personnages féminins, justement, qui avaient d'autres choses. Puis Aurélie, même quand il y a... Parce que ce que j'ai fait, en fait, c'est que dans Aurélie, normalement, ce ne serait pas un personnage principal. Ce serait un personnage secondaire. Dans les histoires en général? Dans les histoires en général. Ce serait plus Kat, sa meilleure amie, qui serait le personnage principal. Parce que Kat, elle a la trame qu'on connaît un peu plus. Elle a la trame... au début de Truche. Moi, je suis rendue au premier... J'ai fini le premier tome, j'ai commencé le deuxième, mais le Truche... Tu sais, elle est plus... Tu sais, elle a une quête... Aurélie l'amène à être plus indépendante puis à se trouver des passions. Puis ce qui est drôle, c'est que Kat dépasse un peu Aurélie là-dedans parce qu'elle se découvre une passion pour l'équitation. Puis Aurélie, elle reste sans passion. Puis, tu sais, comme... Mais bref, Aurélie, ce serait normalement le personnage secondaire. Tu sais, c'est celle sur qui les gars ne trippent pas nécessairement, puis qu'elle, elle ne trippe pas nécessairement sur les gars non plus. Puis l'autre, tu sais, elle est plus rapidement émancipée et tout ça. Donc, j'ai perdu mon idée. Là. Mais tu parlais du test. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, moi, d'instinct, il y a des choses qu'on se dit aujourd'hui. Puis là, je suis comme, j'ai le test de Bechdel, je me demande si Aurélie le passe. Puis tu sais, comme... Mais oui. Puis là, je me dis, ben oui, finalement, mais c'était d'instinct. Fait que je trouve ça le fun qu'il y ait des mots maintenant pour dire des choses que des fois... certaines personnes comme moi, alors que le féminisme était peut-être moins une conversation de tous les jours, parce que maintenant, on dirait que ça l'est plus. C'est plus facile d'en parler. Les gens en parlent plus. Donc, il y a plus de concepts qui en ressortent. Donc, je trouve ça le fun d'appliquer ça à certaines affaires que j'ai faites, puis à me dire, ben finalement, ça l'était. Finalement, ça,
je suis moins à l'aise avec ce que j'ai écrit. Comme il y a des affaires que j'ai écrites dans le magazine Cool pour le journal intime de Marie Cool, qu'aujourd'hui... Attends, c'était toi qui gérais ça? Ouais. C'était toi, Marie Cool? Ouais. Ben non! Ouais. Ah, ben je me rappelle de cette Marie Cool. Ouais. Celles qui sont nées dans les années 90 se rappellent. Oui. Puis tu vois, il y a des affaires là-dedans que je serais moins à l'aise aujourd'hui. Mais en même temps, tu sais, moi, je relis des textes que j'ai écrits il y a pas si longtemps que ça, puis j'ai honte, là. J'ai déjà slut-shamé quelqu'un, là. Ça m'est arrivé. On a tous fait des erreurs. Je pense qu'à un certain moment donné, la pureté n'existe pas non plus, là. C'est ça. Et c'est correct aussi d'avancer dans ce monde-là puis de dire « Hey, là, j'ai-tu fait de quoi? » De se questionner, tu sais. Oui, On n'est pas obligé c'est ça. de se sentir ostracisé constamment, tu sais. Ouais. Je trouve que les gens qui se sentent menacés, des fois, c'est pas grave, là. Regarde, on avance tous ensemble, puis c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, on se fait peut-être des fois rappeler qu'on commet des erreurs. Mais non, je trouve qu'Aurélie, comme je te le disais, c'est une fille forte. Puis c'est vrai que moi, d'instinct, à l'époque, je veux dire, j'avais Harry Potter, j'avais Le Seigneur des Anneaux, mais j'avais pas de personnage féminin fort qui m'avait marqué à l'époque, là. Donc, pour moi, t'as ça. Puis, t'es avant-gardiste aussi. Je veux dire, était aussi écologiste quelque part. Oui, ça, c'est drôle parce que, tu sais, je t'ai envoyé Ben oui, j'ai lu le mémoire de maîtrise parce qu'il y a eu un mémoire de maîtrise sur Aurélie Laflamme. Puis ça m'a fait capoter de lire ça. Puis, j'ai vu toute sa partie dans son mémoire sur l'écologie. Puis l'environnement, puis ça m'a vraiment fascinée de lire ça parce que, dans le fond, moi, je me souviens pas de tout. Il y a quand même 8 tomes que je me souviens pas de tout ce que j'ai écrit. Mais oui... Il y a 8 tomes ou 9 tomes? Ben là, maintenant, il y en a 9 parce que, tu sais, j'en ai écrit un récemment où est-ce qu'il est un petit peu plus vieille. Mais c'est ça. Il y avait toutes les préoccupations qui sont mes préoccupations à moi aussi. C'est sûr, je pense que j'ai écrit Aurélie peut-être après avoir vu le documentaire de Al Gore, que me semble qu'on aurait dû l'écouter, ça fait longtemps là, en ce moment, là, on est dans une urgence, mais il y avait aussi beaucoup de questionnements d'Aurélie sur le spécisme, mais sans que je connaisse le mot spécisme, dans le fond. Mais tu vois qu'Aurélie, elle a une tendance à vouloir devenir végétarienne, qui est une préoccupation pour moi aussi. Mais tu vois qu'elle a un questionnement de à partir de quelle grosseur que c'est correct de tuer un être vivant, tu sais. Si elle est arachnophobe, donc c'est sûr qu'elle tue des araignées, mais... Attends, ça me fait vraiment rire. Puis je peux-tu faire une petite parenthèse personnelle? Parce que moi, j'ai des phobies aussi, et c'est pour ça que je me suis reconnue aussi en Aurélie, dont des bébites. J'haïs les bébites, puis je veux pas faire du spécisme, puis je veux... Tu sais, ma mère est genre, pas bouddhiste, mais semi-bouddhiste des pauvres. En tout cas, elle tue jamais d'araignée, rien. Mais cette semaine, j'ai bu dans une gourde. Oh non! Je te garde. Ça se peut que tu peur, ça se peut que tu t'évanouisses, puis en tout cas, je vais te sauver. Écoute, je vais le dire, OK? Oh mais j'ai des frissons. J'ai eu une araignée dans la bouche. Oh non! Oh! Je m'excuse tout le monde. Et je l'ai recraché, puis vous comprenez pas, là, c'est comme... Là, je dis « vous » parce que je parle à l'univers, mais c'est fou. Moi, ça me fait capoter les araignées aussi. Moi aussi. Puis j'avais ça dans la bouche, je me suis dit « Qu'est-ce que c'est? » Regarde, je l'avoue, la gourde, je l'ai plus, je l'ai jetée. Je comprends. Mais... En tout cas, c'était ça ma parenthèse. Je voulais juste te le dire parce que je trouve ça dégueulasse. Elle était verte. Non! Puis mon chum, tu sais, il rit de moi parce que j'ai une phobie des insectes. Puis comme quand je lave la salade, il faut que je la lave parce que j'ai peur qu'une petite chose... En tout cas, donc c'était ça que je voulais te dire. J'ai une phobie de ça. Bien, on partage la même phobie. Moi aussi, j'ai la phobie des araignées. Mais tu sais, je me demande, bon, quand il y a une fourmi chez nous, là, tu sais, bon... Qu'est-ce que tu fais avec la fourmi? S'il y en a une, c'est pas grave, mais s'il y en a 200, comme j'en avais ce printemps... Moi aussi, j'en ai eu 200! Qu'est-ce que je fais si j'ai des... Qu'est-ce que t'as fait? En même temps, je veux pas... Ben, tu leur as parlé? Qu'est-ce que t'as fait? Bye! j'ai mis des pièges. Excuse. Je sais pas si toi, tu mets des pièges à fourmis. Non? Parce que Hugo est derrière la caméra. T'es laisse vivre. Un vegan militant. Une autre affaire, j'ai eu une souris morte. Bon, les souris, là, ça, c'est mon gros questionnement. Puis, tu vois, dans le tome 9 d'Aurélie, parce qu'Aurélie, elle a tout le temps ces questionnements, sans nécessairement nommer que c'est du spécisme ou quoi, mais c'est quelqu'un qui se questionne beaucoup sur plein de choses, dont, justement, les êtres vivants, puis tout ça. Puis, elle a une souris dans son appart.
Donc, elle se demande quoi faire. Puis? Ben finalement, elle, j'ai fait comme la situation idéale, elle a réussi à la capturer puis à la libérer. Là. Mais moi, j'ai jamais réussi à faire ça. J'ai un petit peu peur aussi des souris. Mais moi, j'ai pas peur. J'ai peur de tout. J'ai pas peur, mais tu sais, quand il y en a une, t'en as combien? Tu sais, je veux dire, j'ai ces questionnements-là. En même temps, j'ai pas les réponses, tu sais, dans le sens que tu sais, dans la vie, je pense qu'on essaye de faire de notre mieux tout le monde. Là. Moi, par rapport à ces questionnements-là, tu sais, j'ai fait le choix d'être végétarienne, puis, tu sais, je fais vraiment de mon mieux. Après ça, s'il y a 400 fourmis chez nous qui mangent mon bois, ben, tu sais, je me dis, c'est peut-être normal que je défende mon territoire, là, tu sais. Faudrait c'est un vrai questionnement, les fourmis. C'est un questionnement, les bébites, parce là. que les fourmis, là, c'est vraiment intelligent. Ben, tu sais, je veux dire, intelligent, c'est fascinant de voir comment ils construisent des choses, comment ils sont utiles. T'sais. Ton chum, il dit quoi de ça? Le pharmacien pour les intimes? Ben, je pense que, tu sais, il est un peu comme moi, dans le sens qu'il est très sensible, tu sais. Puis là, tu sais, je veux dire, quand il y a une mouche chez nous, là, ben, en fait, moi, j'ai un truc pour les papillons. C'est-à-dire que les papillons, je sais qu'ils sont attirés par la lumière. Fait que quand il y en a un chez nous, je ferme toutes les lumières, j'ouvre la porte, puis j'envoie une lumière dehors pour que le papillon sorte, tu sais. Fait que, tu sais, je fais des une mouche, mettons, tu vas la tuer. J'ouvre la porte, c'est par là! Non, mais sincèrement, c'est un vrai questionnement. Je me demande s'ils sont heureuses. Tu sais, si t'es une mouche, là, t'es-tu bien? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un vrai questionnement. Je me demande si les fourmis sont... Tu sais, est-ce qu'ils ont un état d'âme? Non, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas d'état d'âme, mais est-ce qu'ils... Ben, on sait pas. On sait pas. Tu sais, moi, là, j'ai un chien. Chat, genre. Moi, j'ai un chien, puis mon chien a des états d'âme. Oh oui, mais j'aime tellement ton chien. Merci. Je le connais pas, mais je l'ai vu sur Internet. Il est vraiment spécial, puis tu sais, il nous regarde. On a une vraie communication avec notre chien, tu sais. Puis c'est pas parce qu'on est fou, là, tu sais, on le voit qu'on a une interaction avec lui, puis tu sais, quand tu as une interaction avec un animal, puis que tu vois que l'animal, il essaye de communiquer avec toi, puis j'ai fait aussi, je veux faire un livre documentaire sur les baleines. J'ai fait beaucoup de recherches sur les baleines. Moi, j'adore aussi les baleines. C'est vraiment fascinant. Puis c'est fascinant, les recherches sur les baleines. Mais tu vois qu'il y a des recherches qui démontrent qu'ils ont un désir de communication avec nous. Puis quand tu vois ça, que, tu sais, dans le fond, les animaux, ils ont un désir de communication avec nous, moi, c'est comme juste assez pour me rendre un peu mal, tu sais, pour me rendre un peu... c'est ça qui a fait que j'étais pas capable... Dans quel sens? Ben, dans le sens que moi, c'était rendu que quand j'avais de la viande dans mon assiette, puis je suis vraiment pas du genre à juger le monde qui mange de la viande, tu sais, moi, c'est mon affaire personnelle, mais moi, c'était rendu que quand j'en avais dans mon assiette, j'étais pas capable de pas voir l'animal, tu sais, puis de pas voir... Fait que ben moi, même les œufs, sincèrement, quand je regarde un œuf, là, puis que je peux pas les œufs, j'ai vraiment de la misère parce que je pense à ce que c'est. Ben oui, puis j'ai écouté un podcast avec Élise Desaulniers où est-ce qu'elle raconte qu'est-ce qui arrive finalement aux poussins mâles qui sont déchiquetés. Ah non, mais c'est terrible. Puis là, tu sais, je me dis, violence. Est-ce que vraiment j'ai envie de participer à ça, tu sais, puis... Mais cela dit... Tu sais, moi, là, ce que j'ai découvert, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, les véganes, inquiète-toi pas, tu vas le savoir qu'ils sont véganes. » Mais moi, tu sais, comme là, on en parle parce que c'est une conversation qui a mené à ça, parce que là, on parlait des préoccupations dans mes livres. Ça m'intéresse aussi parce que c'est le respect, c'est une question de justice, c'est fondamental dans notre société, l'alimentation. C'est un questionnement qu'on peut avoir, puis c'est un questionnement aussi que présentement, à notre époque, où est-ce qu'on se questionne beaucoup sur l'environnement, puis tout ça, tu sais, c'est pertinent d'avoir ça. Puis, mais tu sais, moi, je me suis rendu compte dans mon entourage que ça fâchait des gens. Ça fâche des gens. Puis quand j'avais 20 ans, j'ai essayé de devenir végétarienne, puis je me rendais compte, OK, je perds des amis. Fait que j'avais comme abandonné. Mais ça, je comprends pas pourquoi les gens sont fâchés, mais en même temps, je peux comprendre parce qu'ils sont peut-être bousculés, parce que dans le fond, ils sont confrontés, parce que ça les remet peut-être en doute. Parce que moi, tu vois, je mange encore de la viande. J'ai été végétarienne pendant un certain temps, puis j'ai recommencé à manger de la viande pour
pour toutes sortes de raisons là, qui sont pas nécessairement bonnes, mais bon, j'ai continué. Mais je me sens pas confrontée. Mais non, c'est ça. Mais c'est chacun des choix personnels. Puis moi, tu sais, je veux dire, moi, là, j'aime ça. Tu sais, tu vois, ma meilleure amie, là, bon, elle mange de la viande, puis je pense pas qu'elle va arrêter, puis je m'en fous. Puis elle s'en fout que moi, je mange pas de viande. Puis il y a zéro malaise quand je vais chez elle, puis que moi, j'amène mes affaires végé, puis qu'elle, la cuisine. On cuisine ensemble. Tout ça est fait dans le plaisir, là, puis dans le respect mutuel. Puis moi, c'est ça pour moi, la vie. C'est que chacun, on fait des choix. Tu sais, elle, là, mon amie, là, elle a son propre jardin, elle fait elle-même son compost. Bon. Tu sais, je veux dire, moi, je fais pas ça, puis elle va pas me juger de pas faire ça. Comme moi, je vais pas la juger de ses choix, tu sais. Mais j'essaie de passer par ses enfants pour envoyer des recettes végé. Check, demande à ta mère de te faire ça. Est-ce que tu es éco-anxieuse, toi? Bien, de plus en plus, oui. Puis je me suis rendu compte de ça. Toi, tu l'es-tu? Ouais. Ouais. Bien, je l'étais particulièrement l'été passé, alors qu'il y avait des grandes chaleurs, mais Ouais. oui, je le suis. En même temps, je me dis, bon, l'idée de fin du Ouais. monde, c'est toujours quelque chose qui plane dans nos sociétés. Ça a toujours fait partie du discours ambiant. Mais là, je trouve que on est quand même arrivé à un certain moment de l'histoire où il y a eu des exagérations là, très Ouais. graves. Mais tu vois, moi, je suis une étudiante en Sciences Po, puis je suis une pessimiste. Donc, oui, je suis anxieuse de l'environnement dans lequel on vit. Puis ce qui rend, moi en tout cas, ce qui me rend le plus éco-anxieuse, c'est de voir à quel point il y a plein de monde qui s'en foutent. Ouais. C'est ça qui est le pire pour moi. Donc, certains de nos dirigeants, tu sais. Oui. Puis c'est drôle parce que cette semaine, on voyait le discours à l'ONU de Greta Thunberg, puis que tout le monde, tu sais, ont présenté 1 minute de son discours où est-ce qu'elle était Très émotive. plus émotive. Mais personne n'a parlé de ce que le monde de l'ONU a dit avant, puis qui était en résumé, tu sais, comme, bon, ben, statu quo. Tu sais, je fais un gros résumé, là, mais... Tu sais, ça me faisait penser au proverbe, là, lorsque le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. Là, OK, oui. mais ça me faisait penser à ça. Tu sais, c'est comme... Tu sais, là, elle pointe le fait que eux, ils ont dit qu'ils feraient rien, puis les gens ont juste parler d'elle au lieu de dire « Hey, il me semble que Mais ça a c'est pas un de bon cirque sens. médiatique, ce truc. Je trouve que je trouve ça pathétique, violenter comme ça une ado, Ouais. une adolescente qui a sa réalité, ses émotions, etc., qui veut juste parler. Je trouve ça vraiment spécial de voir ça publiquement parlant. Je veux dire, surtout que là, tu sais, j'ai un petit bébé, puis je trouve ça fascinant comment il y a des gens qui capotent sur le petit bébé, puis qui sont comme « Wow, c'est fantastique ». Puis des fois, je pense à lui, mon fils, puis je me dis, mettons qu'il avait 15 ans, puis qu'il avait des revendications, est-ce qu'on le taperait dessus alors que c'est le même être humain? Pourquoi est-ce qu'on est... C'est une fille de 16 ans qui Toi, comment tu l'as vécu? Parce que toi, t'as été cette fille-là qui a amené... tu sais, qui a amené... comme une réflexion. À 14 ans, oui. Une réflexion sur la diversité corporelle, sur... il me semble que c'était ça. Oui, bien, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à 14 ans, j'ai dit publiquement que j'étais féministe au téléjournal Le Point. Puis c'était une émission qui était écoutée à l'époque, on écoutait la télé. Mais je te dirais que ce qui m'a vraiment un peu sauvée quelque part, c'est qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais. Puis je me rappelle que la première fois que j'étais allée à Tout le monde en parle, Ouais. j'avais comme, je sais pas, 17 ans. Puis là, c'était là que tu avais présenté ta charte. La Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée. Tu sais, Twitter était pas ce que c'est devenu. Puis je me rappelle avoir lu quelques commentaires du genre ben prétentieuse, elle, puis des affaires de même. Puis j'étais comme, mais c'est qui ces gens-là? Ils me connaissent pas. Moi, je suis juste hyper intimidée d'être à cette tribune-là. Puis pour moi, c'est le gros bon sens, tu sais, ce que je disais. Oui. Puis ça a amené des changements parce que, tu sais, je veux dire, tu as été une petite étincelle qui a fait réfléchir le confort social. Ben, j'étais l'ambiance. une personne parmi d'autres qui faisait une action sociale. Mais tu sais, moi, à 14 ans ou à 15... mais je pense que ça a amené quelque chose que toi, une jeune fille, tu sais, que toi, ça a eu des répercussions sur toi, tout ça. Parce que
sais, c'est drôle parce que ce matin, je parlais de ça avec mon chum, puis, tu sais, je me disais, c'est étrange parce que, tu sais, le mot grossophobe ou la grossophobie, c'est rendu une insulte maintenant, tu sais. C'est comme, t'es grossophobe, tu sais. Puis je me disais, on n'a pas beaucoup de compassion les uns envers les autres parce que je pense qu'il y a un changement qui arrive, mais on a été tellement bombardés d'images qui nous imposaient une image X que oui, ça se peut qu'on ait développé tout le monde un petit peu en nous de la grossophobie, puis ce serait hypocrite de dire... je pense qu'on s'est internalisé. Oui, c'est comme ça. Beaucoup de formes de... Écoute, le terme est fort, mais de domination, entre guillemets. Là, tu sais, on a certains rapports qui sont tellement ancrés en nous. Oui. Tu sais, moi, quand j'écoute mes parents, sans offense, je les adore, mais tu sais, il y a un petit peu de grossophobie, là, puis je suis... Puis ma mère, elle me dit, t'es tellement millennial de dire ça, mais en même temps, c'est ancré dans leur culture et tout. Mais, tu sais, pour revenir à ta question, moi, je pense qu'à 14, 15, 16 ans, tu peux très bien avoir une conscience sociale, puis tu peux avoir des idées. Je veux dire, pour moi, à l'époque, de dire que j'étais féministe, c'était la base. Je voulais l'égalité entre les hommes et les femmes, sauf que j'avais une grande naïveté. La grande naïveté de ne pas appréhender un potentiel backlash, puis la connotation négative du féminisme, pour moi, elle n'existait pas. Puis des fois, je regarde les plus jeunes générations, tu sais, qui sont très revendicateurs aussi, puis écologistes et tout, puis je suis comme, OK, tu sais, je me revois à cette époque-là, vu que j'avais aucune conscience du contexte. Tu sais, j'étais juste... Pour moi, c'est ça. C'est des principes, puis j'adhère à ces principes-là. Mais je sais pas si Greta Thunberg aurait pu sous-estimer ce backlash-là. Tu sais, qu'on s'attaque au fait qu'elle soit Asperger, qu'on s'attaque à plein d'affaires. Je suis comme, elle dérange. Oui, elle dérange. Puis, puis moi, je la suis sur Twitter, là, puis je l'adore tellement. Là. Elle a tellement de façon, tu sais, ironique de répondre à ses adversaires. Puis, tu sais, probablement que chez elle, des fois, elle pleure, là. Je sais pas. Là, c'est sûr! Tu peux pas vivre tout ça, puis... t'en balancer, là, tu sais, quand c'est rendu que le président des États-Unis fait partie de tes intimidateurs, là, c'est fou. mais j'ai beaucoup d'admiration pour des jeunes comme elle, comme toi, comme, tu sais, des jeunes qui veulent changer les choses. Comment on peut... Ça aussi, pour moi, c'est mal vieillir quand t'entends des préoccupations de jeunes, puis que tu te dis, ouais, mais moi, à mon époque, c'était ça, puis je veux que ça reste de même. Puis, tu sais, quand on tient à un confort que nous, on s'est établi, puis surtout quand tu dis, hey, moi, là, ma bataille, là, dans telles années, c'était ça, je veux que ça reste ça, tu sais. Je pense que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vieillissent mal Oui, moi, je comprends pas ça, une ouverture-là. Même si les jeunes, des fois, sont plus radicaux, c'est correct. C'est normal, on l'a tous été. On l'a tous été. Puis même en 2012, je trouvais que, franchement, il y avait des gens qui avaient de la misère à... je sais pas, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'intolérance. Puis, regarde, t'as 17 ans, c'est normal que tu vas aller aux extrêmes. C'est tout à fait normal. Puis que tu revendiques des trucs plus intenses. Moi, dans mon cas, c'était pas ça. Là. J'étais pas vraiment radicale du tout, là, en fait. Puis Greta Thunberg, pour moi, elle exprime une préoccupation actuelle, mais laissons-les parler. Oui, surtout quand c'est des gens intelligents. Tu sais, Greta, là, elle dit ce que la science dit, tu sais. Puis avec beaucoup d'humilité, parce qu'elle dit, écoutez pas moi, écoutez les scientifiques, tu sais. C'est ça qu'elle dit, tu sais. Puis pourtant, on est comme, voyons, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui n'a pas de bon sens? Qu'est-ce qui n'a pas de bon sens pour toi, tu sais, de cette personne-là? Le GIEC, je veux dire, pourquoi on les écoute pas? Tu sais, c'est le GIEC, c'est comme un peu... C'est plus plate qu'une petite fille avec des belles exactement. Tresses, c'est un punch... Moi, je trouve que c'est un punching bag, puis je trouve ça pathétique, là. Franchement, il me semble qu'il faudrait qu'on la célèbre, puis... Oui, puis tu sais, je veux dire, les médias ont une part de responsabilité là-dedans. Oui, parce qu'on construit une espèce de symbole, puis on n'écoute pas les scientifiques. Bon, on les écoute un peu, mais tu sais, moi, j'aimerais bien qu'on entende plus les scientifiques aussi. Puis... Oui, puis moi, j'aurais aimé ça. Tu sais, mettons, là, dans toute la couverture de son discours à l'ONU, à Greta, moi, j'aurais plutôt aimé ça qu'on dénonce le fait que l'ONU a dit, bon, finalement, on va voir grand-chose. Tu vois, moi, je l'ai même pas écouté, ça, cette bout-là. Tu sais, écoute, je l'ai pas vu, moi non plus, parce que je faisais plein de recherches sur, c'était-tu juste ça, son discours?
tu sais, la minute que... Parce que là, moi, là, je suis rendue, je fais plus confiance aux médias. Fait que quand on me montre quelque chose, j'essaye de faire du fact-checking. Puis, tu sais, j'étais avec mon chum, puis mon chum, il m'aide un peu là-dedans. C'est-à-dire que lui, il est très bon pour faire des recherches. Fait que des fois, je dis... Hey, lis ça, puis traduis-moi là. Ou bien, hey, tu peux-tu me chercher? Tu sais, il est bon pour trouver ça. Fait que des fois, lui puis moi, là, le matin, on parle beaucoup d'actualité, puis tout ça. Puis quand on lit quelque chose, on dit, hey, mais tu sais, y a-tu plus à ça? Fait que là, on se met à faire des recherches les deux, puis là, on se parle de ça. Tu sais, fait que c'est là que finalement, c'est mon chum qui est tombé sur « Hey, Greta, finalement, elle a fait ce discours-là après que l'ONU a dit qu'ils n'ont pas vraiment de plan clair. » Donc ça explique bien les affaires. Ça explique son émotivité, puis tu sais, donc... Bien, c'est sûr que les médias, bon, c'est sûr que... Moi, personnellement aussi, j'ai un petit peu de la difficulté. C'est pour ça que je fais un podcast là. J'ai besoin de liberté, tu sais. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on est un peu, pas stigmatisé, mais étiqueté à un certain type de prise de parole. Tu sais, moi, pendant un bout, j'étais juste la féministe de service. Puis, tu sais, on me laissait pas vraiment de liberté de parole ou j'ai dénoncé une agression sexuelle. Là, j'étais la victime. Tu sais, je trouvais ça un peu fatigant de toujours être une espèce de personnage. Puis... J'avais le goût d'une liberté de parole. C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais ce podcast-là. Moi, j'étais la fille Bobli. Toi, t'es... OK, oui, c'est ça. Ouais. Fait que je suis un peu niaiseuse, tu sais. Pardon? Je suis niaiseuse Bobli, tu sais. C'était ça, le personnage qu'on me donnait. En même temps, tu sais, je veux dire, si on a 4 minutes, OK, puis qu'on me pose... Ouais, alors, India, t'as écrit un nouveau tome d'Aurélie Laflamme, tu sais... Oh, c'est donc cute! On ne parlait pas du double métaphysique d'Aurélie Laflamme. Oui, c'est ça, non, parce que, tu sais, tu sais, il y a des gens qui l'ont lu, mais... Puis moi, je me trouve chanceuse, tu comprends, d'aller 4 minutes parler d'Aurélie. Je me trouve chanceuse d'avoir ces tribunes-là. Content, mais des fois, c'est sûr que... Mais c'est sûr que pendant ces 4 minutes-là, ben je vais embarquer dans le « je suis Bobli » puis tout ça, tu sais. Puis j'ai remarqué, il y a une affaire que j'ai remarqué, tu sais, tu vas recevoir Mariana Mazza, là, OK? L'autre jour, je regardais les enfants de la télé, puis et toi, là, Mariana Mazza, tu déranges, hein? Puis là, ils montrent 3 exemples que je trouve que bien normal, là. Elle faisait juste des blagues, vraiment un niveau de blague bien normal, que si ça avait été un gars, jamais on aurait dit « tu déranges ». Hey, un moment donné, une de ces blagues qui dérange, elle riait des cheveux de Pierre-Yves McSween. Puis je me disais... Ben, c'est quand même drôle. C'est drôle, tu sais, je veux dire, il n'y a rien de dérangeant là, pour le plateau là-dedans. Puis je me disais, si ça avait été un humoriste gars, on aurait-tu dit « Hey, toi, là, tu déranges! » C'est un bon angle. Je me suis posé cette question-là, puis tu sais, j'aimerais ça parler de ça un peu avec elle, tu sais, de me dire, est-ce que ça l'attend? Puis moi, ça m'est déjà arrivé de faire des blagues où, finalement, on trouvait que, tu sais, on comprenait pas nécessairement que je faisais des blagues puis que j'avais juste l'air d'une fille niaiseuse puis que j'entendais un gars en entrevue faire une blague similaire. Puis tout le monde riait, puis le trouvait donc sympathique. Mais puis quand tout ça. tu dis, genre, j'avais l'air d'une fille niaiseuse, pourquoi tu dis ça? Est-ce Ben, que c'est souvent- parce que c'est toi qui t'auto-trouvais niaiseuse ou parce que quelqu'un te l'a dit? Ben, tu sais, des fois, c'est des commentaires que tu lis sur Twitter ou des choses comme ça, ou tu sais, « elle, sa voix m'énerve. » Tu sais, moi, j'ai une petite voix, tu sais, fait que j'ai une petite Mais pour voix. moi, ça, c'est un peu de la misogynie de dire qu'une voix aiguë énerve. Oui, c'est ça. Je me suis déjà fait dire par quelqu'un mettons, une femme politique qui a une carrière assez remarquable, il faut parler du coffre, il faut pas avoir une voix trop aiguë. Puis j'étais comme, pour vrai, je vais parler comme ça me tente, sérieusement. T'as-tu là. entendu parler de l'histoire? Ah, merde, je me souviens plus de son nom. Là. La fille qui a sorti était comme considérée comme la nouvelle Steve Jobs, OK? Elle a sorti Oui! pas de Magic Pill, mais c'était comme une mini prise de sang que tu prends, puis là, ça peut découvrir toutes les maladies, puis c'est une CEO. Puis tu vois, au début, elle parle avec une voix... tu sais, comme de fille aiguë. Puis à un moment donné, elle a commencé à baisser sa voix comme ça, blablabla. Puis là, il y a plein de monde qui ont commencé à investir, à l'écouter, puis tout ça. Puis c'était de la bullshit, son affaire. Là, Mais c'est fou comment une représentation de soi peut changer. Ouais. Tu sais,
personnellement, quand je suis autour d'une table de séminaire de doc, j'ai fini mes séminaires, mais tu sais, je m'habillais d'une certaine façon. Je prenais un ton de voix, je m'habillais en noir, je m'attachais les cheveux, pas de maquillage pour être prise au sérieux. Ouais. Le moindrement que je m'habillais plus comme girly, tiens, on remettait plus en doute mes capacités, on se méfiait. Tu sais, il y a vraiment quelque chose à la représentation qui, finalement, peut nous cantonner, peut nous stigmatiser, peut nous dénigrer aussi. Oui. Comme si le féminin était nécessairement négatif. Oui, puis moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que moi, c'est quelque chose que je revendique, la féminité. Du genre, la féminité dans le féminisme. Mm-hmm. C'est-à-dire que je serais mal placée pour te dire que c'est mauvais, tu sais, parce que... Tu sais, comme moi, là, mes couvertures de livres, OK? J'y tiens, OK? Sont féminines, avec un personnage féminin, puis j'ai pas envie de les changer puis de les neutraliser, OK? Puis pour moi, c'est important, c'est un personnage féminin, puis tu sais, si là, t'as un livre avec un personnage masculin, puis que la couverture est très masculine, les gars et les filles vont le lire, puis il n'y a jamais personne qui va poser des questions à l'auteur ou à l'illustrateur qui l'a fait en disant « Ouais, c'est très masculin, hein? Penses-tu que tu vas intéresser les filles avec ça? » Tu sais? Donc, moi, là, je revendique parce que le masculin, en littérature, est considéré comme l'universel. Oui, universel. La norme. Oui, alors que le féminin, c'est comme si c'était l'autre, c'était dénigré, c'était mal vu. Oui, c'est ça. Puis, vu que tu fais quelque chose avec une couverture féminine, ben là, automatiquement, ça passe pour niaiseux. Puis moi, là, des fois, là, c'est frustrant pour moi. C'est choquant. Oui, c'est choquant. Des fois, c'est frustrant pour moi que la perception, parce que, mettons, j'ai choisi des couvertures un peu plus girly ou n'importe quoi, puis que je m'exprime avec un humour aussi dans mes livres. Donc, ça peut avoir l'air pour certaines personnes, tu sais, plus superficiel ou n'importe quoi. Mais moi, j'y tiens à cet emballage-là parce que je me dis, si tu me trouves ou tu trouves mes livres niaiseux parce que tu les as jugés sur l'emballage, c'est toi la personne niaiseuse. Mais c'est difficile d'être dans cette position-là, à se dire, il faut que je m'arrête pas à la perception que la personne a de moi. Il faut que je croie en mon affaire. Mm. Parce que moi, dans le fond, je suis pas allée dans le jugement, puis j'ai fait quelque chose que moi, j'aurais aimé avoir quand j'étais ado. Puis, tu sais, moi, j'étais attirée par les couleurs, j'étais attirée par... Puis après, on peut faire une analyse de la construction sociale, de comment le genre est construit. On peut faire ça. Oui. Mais en même temps, si toi, tu as envie de le faire, cette couleur-là, regarde. Moi, j'aime ça. Pas? Moi, c'est mes goûts à moi. C'est peut-être à cause d'une construction sociale ou whatever, je m'en fous. Je deviendrai pas la personne qui va aller dans quelque chose de neutre pour dire que je vais participer à... Tu sais, je sais pas, regarde, je vais laisser à d'autres faire ça, puis si ça fonctionne pour eux, tant mieux. Moi, ma cause, c'est les émotions, tu sais. C'est les émotions de toute façon, humaines. C'est ça que tu fais. Tu racontes ouais. C'est ça, tes livres, je veux dire, tu racontes des émotions, tu nous emballes, tu nous embarques. Puis moi, mes goûts, c'est que j'aime ça, les couleurs, le mauve, l'orange, regarde, tu sais, j'aime ça. Fait que j'ai fait des livres colorés, puis je suis vraiment contente. Puis c'est important pour moi qu'un gars me demande est-ce que j'ai... Tu sais, si un gars me demande est-ce que j'ai le droit de le lire, je vais dire oui. Pourquoi tu n'aurais pas le droit de le lire? Une fille va lire un livre qui est comme considéré comme masculin sans se poser de questions. Pourquoi un gars n'aurait pas le droit de lire un livre qui est considéré comme féminin sans se poser de questions? Puis je suis sûre que j'ai semé quelques graines à travers les années en répondant à ça. Maintenant, tu sais, c'est comme on disait, tout a une évolution. Après ça, une fois que ça va être fait, OK, tu sais, je pourrais faire quelque chose de neutre puis que ça dérangerait pas, mais en ce moment, ça dérange. Ça dérange encore. Mais tu sais, quand on est dans des salons du livre, là, si là, tu as un personnage, mettons un livre pour enfants de 3 à 5 ans, OK? Mettons, tu as un personnage, OK, qui est un chevalier sur un dragon. Bien, les gens vont l'acheter pour les gars ou les filles, ça ne dérange pas. Mais si tu as une fille sur une fleur, s'il y a un petit garçon... Ou une fille sur un dragon.
Oui, mais mettons que je OK. je prends une fille sur une fleur, OK? Ben, puis peu importe là, qu'est-ce que ça dit ou n'importe quoi, une fille sur une fleur, ben là, si il y a des parents avec un petit garçon, ils vont dire, est-ce que mon garçon peut le lire? Puis, pourquoi pas? Mais oui. Pourquoi Ben, moi, j'ai acheté une sirène à mon fils Ben oui. cette semaine. Pourquoi J'étais le contente. gars sur un dragon, la fille peut le lire, mais que la fille sur une fleur, le gars peut pas le lire? Pourquoi Parce on se le demande tout le temps? l'universel est C'est ça. masculin. Exact. Et c'est problématique parce qu'on Exact. raconte des histoires au final, tu sais. Ouais. Et on veut une diversité de protagonistes. Oui. Puis, tu sais, fait que pour moi, c'est important. Moi, je vais la faire, la fille sa fleur, si c'est ça mon inspiration. Mais à date, j'ai pas eu d'inspiration pour une fille sur une fleur. Puis juste le fait que ton personnage, l'élément extraterrestre était beaucoup plus associé au champ masculin, quelque part à la sphère masculine. Tu sais, ça, déjà, tu viens un peu défier les normes avant le temps. Tu sais, en 2006... Ah, j'avais jamais pensé ça. ben comme moi, ça. je le percevais comme... Ben tu vois, peut-être pas non plus, Ben, mais parce dans un champ que- plus traditionnel, là, Ouais. si on est dans les rôles Oui, sexués, c'est vrai, t'as raison. il y a cet élément-là. Se sentir, moi, c'était vraiment là, se sentir comme un extraterrestre, se sentir que t'as pas rapport sur Terre. Je le voyais aussi comme... Oui, tu sais, mais t'as l'élément des planètes qui revient, Ouais. puis Oui. ça, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on retrouve dans la littérature qui était comme, entre guillemets, féminine, oui, ado, oui, là, tu t'as comprends? raison, t'as raison. D'ailleurs, je voudrais te poser la question. Ouais. Le milieu de la littérature, Ouais. est-ce que c'est encore un boys club? Toi, de ton expérience, est-ce que tu as eu des... Bien, j'ai eu toutes sortes de cheminements, c'est-à-dire que moi, quand j'ai sorti mon premier livre, Ouais. je dis, tu sais, Avec Les Intouchables. oui, je disais tout le temps. Pourquoi tu ris? Ah non. Il y a bien des affaires qui se passent, là. Oui, c'est ça. Mais non, j'ai changé, là. Ouais. Fait que c'est ça, quand j'ai sorti mon premier livre, moi, je tripais sur la chick lit. C'est ce qu'on appelle la chick lit. Il y avait un genre qui avait été développé beaucoup en Grande-Bretagne. C'est quoi, c'est Bridget Jones? Bridget Jones, c'était comme un peu le début, un peu le début de ça. Puis c'était, en gros, c'était des auteurs féminines qui revendiquaient un peu de pouvoir raconter une femme décomplexée, avec humour, autodérision. Aujourd'hui, c'est drôle parce qu'on parlait de révisionnisme. Si tu lis Bridget Jones avec des yeux de 2019, ça peut être grossophobe. Il y a plein d'affaires qui peuvent rendre mal à l'aise. Mais moi, je trouve que Bridget Jones, elle a décomplexé plein de... Ah, ben moi, ma mère, de filles. elle a tellement aimé Bridget Jones. Je l'ai Ouais. vu, ça fait partie de mon imaginaire. Mais Oui, juste le terme chick lit, Chick lit. c'est un peu... oui. Qu'est-ce que Mais- t'en penses de ce terme-là? C'est ça. Moi, au début, je l'utilisais parce que je me disais, ça serait le fun, une héroïne comme ça, québécoise. Fait que je l'ai utilisé. Pour moi, c'était comme s'approprier un genre qui appartenait au féminin, qui est comme, OK, vous riez de nous autres, ou les filles sont pas nécessairement très mises en valeur ou tout ça. Fait que on va s'approprier un genre qui est drôle, qui est... Pour toi, tout c'est ça. de l'empowerment, finalement. Pour moi, c'était de l'empowerment au début. Après ça, j'ai vu que finalement, c'était comme une façon d'être un peu dans un coin. Tu sais, moi, je le voyais vraiment positivement, là, tu sais, de faire un personnage féminin drôle, fort, qui cherche sa place, tout ça, mais à travers une comédie romantique. Puis, tu sais, dans la chick lit, la fille, elle a tout le temps une intrigue. Elle a une intrigue amoureuse, mais elle a une intrigue de carrière aussi, tout le temps. Puis, tu sais, ça a peut-être changé un peu maintenant, mais en tout cas, à cette époque-là, tu avais quand même l'intrigue de carrière. Puis, à travers les années, j'ai commencé à avoir un gros malaise parce que là, il y avait un gros jugement sur le public qui lisait ça et sur les auteurs qui en écrivaient. Donc, puis je voyais des équivalences masculines, puis les équivalences étaient tu sais, de la littérature contemporaine sensible et drôle. Et, et là, je me disais, Ah ouais, hein? alors que les filles, tu sais, c'était comme, ça, là. C'était quoi? C'est des greluches? Ben oui, tu sais, puis on appelait ça aussi, on avait traduit ça ici par
la littérature de Poulette, que je trouve qui est encore... Ben voyons, Ouais. donc, c'est donc ben Puis je laid. sais que c'est la traduction littérale de chick, C'est dégueulasse. mais on dirait que je trouvais ça tellement réducteur. Puis j'ai commencé à avoir un gros malaise avec le terme, pas le genre, parce que je trouve que c'est quand même un genre qui a sa place, tout comme les policiers. L'autre jour, je parlais avec un auteur, puis il me parlait de romans policiers qui étaient ma tante. Puis j'étais comme, moi, mettons, qu'est-ce que ça fait, là, qu'un livre soit ma tante? Ben, de T'sais, quoi qu'il parle, là? c'est-tu Ouais. grave? Puis j'ai dit, il n'y a pas des policiers, mon oncle? Tu sais, Ben oui. il n'y a pas des romans policiers qui sont mon oncle? Tu sais, comme, fait que, tu sais, j'ai comme la misère avec cette façon de juger les Qu'est-ce que livres. mon oncle et ma tante, je veux dire, Oui. je lis Siméon, puis je veux dire, OK, Hercule Poirot, c'était un mononcle, C'est ça, ou... tu sais, comme- mais c'est écrit par une femme, donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être ma tante? Tu sais, comme, je trouve que c'est des jugements, de valeur pour juger les livres qui sont, tu sais, la personne, tu sais, une personne lit, puis moi, là, en vacances, là, j'aime ça lire Sophie Kinsella, j'aime ça lire des comédies romantiques en vacances, tu sais. Fait que, est-ce que je suis ma tante? Peut-être. Mais en même temps, ce que je trouve intéressant, moi, le langage, ça m'intéresse beaucoup, puis les mots qu'on utilise Ouais. m'intéressent. Puis ma tante, je trouve que c'est comme s'il y avait une double injure là-dedans. Ouais. Parce que t'es femme puis âgée, Ouais. c'est de la merde. Oui, c'est ça. Je suis Puis pas tes sûre de goûts. saisir. Ouais. J'avais écrit pour le Salon du Livre à un moment donné j'aimerais ça le publier un jour, mais tu sais, il fallait écrire une nouvelle spontanée pour l'émission de René Aumirois. Puis j'avais écrit comme un peu une ode à la madame ordinaire. Tu sais, la madame qu'on dit, c'est la madame ordinaire, tu sais. C'est-tu grave d'être une madame ordinaire? Puis tu sais, dans mon histoire, la madame, elle revendiquait d'être une madame ordinaire. Puis tu voyais que dans sa vie, elle n'était pas une ordinaire, pantoute, tu sais. Elle a un fils décédé, puis tout ça. Donc, tu sais, c'est comme si... Dans mon histoire, elle a entendu une critique du livre qu'elle a envie d'aller se faire signer en disant que c'est pour les... en disant de façon condescendante que c'est pour les madames ordinaires. Mais que Mais elle... excuse-moi, mais les madames ordinaires, entre guillemets, c'est les plus grandes lectrices. Ben oui, On c'est le ça. sait, là. Fait que pourquoi les dénigrer, tu sais? Ouais. Donc, c'est ça, le terme chicklit, moi, finalement, j'ai plus voulu l'utiliser parce que je me suis rendu compte que... Puis c'est peut-être... Tu sais, je pense pas que j'en suis victime. Je pense que je fais partie des personnes qui ont tu sais, je m'exprime mal, excuse-moi. C'est que je trouve que ça a créé, en disant chicklit, ça nous a créé nous-mêmes, ça nous a enlevé, ça nous a mis dans un créneau nous-mêmes au lieu de laisser voir est-ce que ça s'inscrit dans le même genre que les contemporains masculins. Je pense pas que ça aurait fait ça, mais tu sais, comme j'assume qu'à cette époque-là, moi, je voyais ça comme de l'empowerment, mais j'assume qu'aujourd'hui, je le vois moins comme ça, puis j'aime mieux utiliser d'autres termes comme une comédie romantique, même si ça me place dans un créneau qui me met pas d'égal à égal avec un gars, parce qu'il n'y a jamais un gars qui va dire que son histoire, c'est une comédie romantique, même si c'en est une. Ben, c'est ça. Ouais. Mais... Tu sais, ces gars-là, c'est une comédie romantique. Parce ouais. que tu as contribué, là, Oui, oui. comme script. Je sais pas. Ouais, ça peut l'être un peu, dans un sens, mais tu vois, mettre des personnages féminins... Mais quoi qu'on est plus ouvert en télé, tu sais, je Ouais, trouve c'est qu'on vrai. est plus ouvert en Tu sais, télé. Léna Denham, Ouais. est-ce qu'elle écrit, ça serait de la chicklit? Je sais pas. Ça Ben serait oui, parce que considéré. tu le mets en livre. C'est ça la définition. Là. Ouais, puis il y a une relecture de genre Sex and the City. Tu sais, je trouve Ouais. aujourd'hui, on le voit avec. En tout cas, c'est sûr qu'il y avait des gens à l'époque qui l'avaient compris comme une forme d'empowerment, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une relecture qui se fait aussi de dire, ben regarde, tu peux vivre ta sexualité librement, vouloir faire ta carrière, etc., puis que ça soit célébré, que Oui. ça soit bien vu. Ben puis- moi, c'est sûr que Sex and the City, je le vois vraiment comme de l'empowerment parce que c'était la première série qui parlait de sexualité féminine de façon décomplexée. Puis, des fois, quand on parle de Sex and the City puis qu'on parle de sexisme ou de choses comme ça, tu sais, ça me fait de la peine quasiment. Ben, pas de la peine dans le sens que, tu sais, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais dans le sens que on regarde cette chose-là avec notre regard d'aujourd'hui. Oui, mais moi, je trouve qu'il faut faire attention. Ouais.
sais, c'était pas le même contexte. Non. Je veux dire, je lis Hannah Arendt, elle parle de l'homme avec un grand H. Ouais. Je la considère pas nécessairement sexiste pour Ouais. autant, tu sais, c'est pas ça. Je veux dire, il faut... Faut se remettre au contexte de l'époque. Oui, j'ai relu récemment Bonjour Tristesse de François Sagan, puis on dirait qu'il y avait plein d'affaires qui me gossaient dans le livre. Je trouvais Ouais. ça niaiseux. J'étais comme, ben Ouais. voyons donc, comment ça, c'était libérateur. Mais là, il faut se remettre à l'époque. Oui, Qui c'est était ça. la protagoniste, Ouais. à quel moment, dans quel contexte ça s'inscrivait. Oui. C'est sûr qu'aujourd'hui, en 2019, Ouais. je trouve ça peut-être un peu niaiseux, mais c'était pas le même moment, finalement. Non, tu sais. c'est pas le même moment d'histoire. Puis des fois, on a Faut être tendance... indulgent Oui. aussi, quelque part. Faut être indulgent même à des choses d'il y a 15 ans parce que ça a évolué vite. La société a tellement changé dans les dernières Oui, puis années. tant mieux. Tant Oui. mieux. Mais oui, des fois, là, je regarde des films que j'ai aimés il y a 10 ans. Hey, je regardais juste l'autre jour... Love Actually. Love Actually, oui, c'est ça. Mais le chanteur de noces, le wedding singer, OK? C'est fou à quel point qu'il y a des affaires qui passeraient plus aujourd'hui, là. C'est fou. Mais en même temps, est-ce que je vais me mettre à détester ce film-là? Je l'aime pour l'époque dans laquelle... tu sais, il s'inscrit, mais oui, quand tu le regardes avec ton regard de 2019, ça a Tu juste fais, hey pas d'allure, là, tu sais. Fait que Hey, girl. quelqu'un qui découvrirait ce film-là aujourd'hui, il vivrait un petit quelque chose, là. Tu sais, du genre, Adam Sandler, il danse avec une petite fille, je pense, en y mettant les mains ses fesses, là, tu sais. Oh my Non, God! ça passe pas Oh pas mon tout, Dieu! là, tu sais. Eh boy. Fait que c'est ça. Est-ce que tu as le sentiment d'imposteur, le jello intérieur Ouais. que Francine Pelletier qualifierait là, dans son essai qu'elle avait publié à Atelier 10? Tu l'as? Ouais. Toi, tu l'as-tu? Ou t'as pas ça? Je l'ai, mais je Pourquoi sais on pas. a ça, hein? Je sais pas. C'est con. Ouais, mais oui, je l'ai. Ben oui, je l'ai pour plusieurs raisons. Tu sais, C'est comme- con que toi, t'aies ça. Mais non, Je comprends pas pourquoi t'as check, ça. ben, toi, là, t'es une fille, présentement, là, tu me parles de ta thèse de doctorat, Moi, là, je drop out de l'université. OK? J'ai droppé Ouais, mais out ça veut rien dire, là. quand même. Fait Je que comprends. Tu sais, moi, au bac, j'étais fatiguée. J'avais le goût de lâcher aussi, là. Écoute, moi, j'ai un déficit d'attention, puis j'ai eu des mécanismes compensatoires. En fait, c'est pas diagnostiqué, là, mais je suis pas mal sûre que je pourrais être diagnostiquée, là, parce que j'ai eu des mécanismes compensatoires tout mon secondaire. J'ai été capable au cégep. À l'université, j'ai plus été capable. Fait que moi, là, un cours théorique de 3 heures, je ne sais aucunement quoi faire avec ça. Fait que j'avais pas des bonnes notes. Puis j'ai décidé de lâcher après une session, puis j'ai décidé d'aller à l'université de la vie. L'école de la vie. L'école Mais de la vie. c'est correct. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, puis là, je te parle, mettons, après ça, j'ai essayé des cours en cinéma à Concordia, puis finalement, ça, j'ai lâché après un an aussi, mais je trouve que j'ai appris quand même beaucoup dans ces cours-là. Fait que oui, des fois, je peux me sentir que je suis imposteur. Aussi, tu sais, vu que j'ai du succès dans des livres pop, puis que tu sais, que des fois, c'est vu un peu négativement, oui, ça m'arrive d'être affectée par la perception qu'on a de moi ou de mes livres, puis qu'il faut que je me parle beaucoup en dedans pour pas... Tu sais, c'est comme si des fois, je me dis « Ah, j'aurais le goût de leur montrer que je suis bonne. » Puis après ça, je me dis « Mais pourquoi je veux montrer ça à des gens qui Mais à m'aiment qui? pas? » Alors qu'il y a plein de gens, mettons, qui m'aiment puis qui me lisent, puis que si j'écris en restant moi-même puis en étant authentique, que, tu sais, qu'ils vont me suivre. Donc, j'essaie tout le temps de me ramener à ce que je veux, mon authenticité, qu'est-ce que je veux raconter, mes idées. Donc ça, c'est super important pour moi. Comme mon éditeur à La Pastèque, il m'avait déjà avoué, tu sais, le Noël de Marguerite, ça a gagné. Oui, il a gagné l'espèce Ouais. de Oscar Ouais. de Ben, la BD, là. Ça, c'est Fred, c'est l'éditeur qui dit ça. Ouais, Mais il c'est m'a Saline. déjà avoué que quand il a dit à du monde qu'il allait travailler avec moi, il a été comme un peu jugé, tu sais, genre... Parce qu'eux autres, tu sais, c'est une maison d'édition qui est considérée comme... Juge. Hey, mais moi, je trouve ça vraiment Ouais. intense, dire ça. Puis C'est lui, comme, il voyons est fin donc. parce que... Mais tu l'as-tu envoyé chier? Quand il t'a dit ça, moi, ça aurait été mon genre de... Non, parce que Mais je l'aime, Fred, mais... Parce que je le trouve fin de me l'avoir dit puis de me dire que il y a beaucoup de reconnaissance parce qu'il me dit
le prix qu'on a gagné avec Marguerite, ça lui a permis de vendre des livres. Tu sais, maintenant, il est très bien accueilli quand il veut vendre les droits de ses livres. Puis il me donne beaucoup de reconnaissance par rapport à ça, puis j'apprécie ça chez lui. Mais je me demande si c'est pas le milieu littéraire qui est peut-être un peu snob. Peut-être que tous les milieux sont comme ça. Je pense que tous les milieux ont ces petits... ces petits... Mais je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il était jaloux? Est-ce que parce que t'étais... je sais pas. Tu sais, je conçois que pour des gens, faire une œuvre jeunesse, c'est pas... tu sais, c'est comme pas aussi hot qu'une œuvre adulte. Pour moi, ça, là, faudrait qu'on arrête de penser tellement. Ça. Je veux dire, moi, j'ai commencé à lire à cause de Christine Brouillet. OK? Oui. Je lisais des romans policiers, puis j'ai appris c'était quoi un néo-nazi à cause de Christine Brouillet, parce qu'il y avait un de ces romans qui se passait à Paris, puis là, c'est dans le temps qu'il y avait des néo-nazis. Tu sais, je trouve que à un moment donné, on peut-tu valoriser la lecture, la littérature? Est-ce qu'on peut valoriser les formes d'écriture? C'est sûr que des fois, moi, je suis tannée de voir des autobiographies de vedettes qui arrivent au Salon du Livre. Ça, je suis plus capable. Ouais. Mais, tu sais, si toi, tu proposes de quoi qui est peut-être plus grand public, pourquoi? Je sais pas pourquoi. Parce que c'est une bonne histoire. Moi, je regarde ton histoire at the end of the day, puis je l'aime, ton histoire, tu sais. Mais t'es fine, mais tu sais, c'est ça. On se demande pourquoi, mais en même temps... Tu sais, des fois, j'essaie d'avoir de l'empathie, mettons, pour des gens qui vont me juger ou tout ça, puis je me dis, admettons que ça serait moi. Mais ils jugent pourquoi? Parce que tu as eu du succès? Peut-être. Si tu avais été un espèce de livre obscur lu par 3 personnes et demie... Ben, c'est ça. Peut-être que tu sommes... Ouais, ben c'est ça. Je sais pas. Mais, tu sais, j'essaie d'avoir de l'empathie parce que je me dis, je pense que... Je sais pas. Est-ce que moi, si, mettons, là, ça n'avait pas fonctionné mes affaires, j'aurais développé une amertume? Je sais pas si je suis de même. Peut-être. Moi, c'est vrai que j'ai l'amertume, comme je te dis, quand je regarde plein d'autobiographies mal écrites, que je regarde dans les salons du livre. Ouais. Des fois, j'ai une petite frustration. Je me dis, tiens. Ben, je te comprends parce que moi, ce que je trouve, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de livres qui sortent, puis que c'est difficile de faire sa place. Puis moi, à l'époque où j'ai sorti mon premier livre, c'était plus facile de faire sa place comme auteur parce qu'il y avait moins de sorties de livres. Puis j'ai de la compassion pour les auteurs qui en sont à un premier livre ou à un deuxième, puis qui essayent de faire leur place à travers ça. Tu sais, je trouve que c'est difficile, c'est sûr que c'est plate évident. Parce que c'est comme si le livre, c'est devenu un métier. C'est plus un métier, c'est comme un fourre-tout où, quand, mettons, une vedette a plus de popularité, va sortir un livre pour pouvoir revenir un peu. Le livre va lui permettre de faire des entrevues qui vont lui permettre... Faire sa ronde de lait, oui, comme on c'est dit. ça. Puis je trouve ça dommage, ça. Les auteurs se sont battus pour avoir un peu plus une place dans les médias. Puis moi, je me considère très chanceuse parce qu'on m'en fait. Puis il y a quelques auteurs aussi qui se démarquent puis qui ont de la place. Mais tu sais, oui, je trouve ça difficile, les autobiographies. Puis pas juste ça, les livres de self-help. Puis les livres de croissance personnelle, là, je veux dire... Ou les livres qui énervent mon chum, c'est les livres de pseudosciences. Là, je sais pas. Ça énerve moins ça. Pour lui, pour sa partie de professionnel de la santé. Mais tu sais, en même temps, tu sais, des fois, j'en parle à mon éditrice aux éditions de l'Homme, puis elle connaît mon opinion, puis tu sais... puis il y a beaucoup de maisons d'édition qui en publient, là, probablement, eux aussi, là, tu sais. Puis en même temps, tu sais, j'ai pas... Je pense que, autant comme pour la littérature jeunesse, je pense qu'il y a un lecteur pour chaque livre, puis que quelqu'un là, qui va pas s'intéresser au livre, tu sais, je pense que c'était à vous autres que j'avais donné cet exemple-là, mais à un moment donné, j'étais en voyage, puis là, il y avait une fille qui avait une pile de livres, puis son chum, il était à côté, puis il lisait la biographie de Dan Bigra, tu sais. Puis je me dis, peut-être que lui, là, il n'aurait rien lu d'autre s'il n'avait pas lu ça. Dan Bigra, c'est quand même intéressant comme fille, là. Oui. Franchement, il y a quand même tout un parcours de vie. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais, tu sais, c'est ça. Donc, je pense que il faut faire confiance que
un livre va trouver sa place, mais oui, on est un petit marché. Puis aussi, de plus en plus, il y a moins d'espace pour parler des livres, tu sais, à notre époque. Non, mais il y avait comme tous les grands, les magazines, les hebdomadaires culturels qui n'existent plus. Il y avait des... En même temps, ça s'est transformé parce que maintenant, je trouve qu'on est chacun notre propre média un peu. Donc, mais si t'es un auteur puis que t'aimes pas ça, faire de l'autopromotion, c'est un peu plus difficile si t'es pas sur les réseaux sociaux. Comme moi, là, je fais pas beaucoup mon autopromotion. Ben un peu, mais tu sais, comme moi, je suis gênée de partager, mettons, des... tu sais, comme je sais qu'il y en a, mettons, qui republient des stories de gens, mettons, qui aiment leurs livres. Puis, tu sais, moi, j'aime ça le voir, mais je suis gênée de le faire pour moi. Ouais, puis toi, il y en aurait pas mal, je pense, de stories. Je le fais pas. Tu sais, je suis gênée, moi. Tu sais, puis j'avais parlé à une YouTubeuse qui m'avait dit, mais non, mais assume, tu sais, prends ta place. Tu sais, elle dit, t'as le droit de te vanter plus. Puis je travaille là-dessus, mais c'est... Mais on dirait que c'est pas dans ta nature tant que ça. Je serais pas bien. C'est comme si j'ai pas... Ça fait pas partie de mon ADN. Fait que je me sens pas vraie. Puis même des fois, quand j'écris quelque chose... je pense qu'on a tout eu notre passe. Tu sais, comme moi, là, je pense que les réseaux sociaux, là, je suis embarquée en 2007. Puis je pense qu'en 2009, là, j'étais bien active, où est-ce que je mettais mes affaires. Puis des fois, là, tu sais, quand t'as les souvenirs Facebook... Début de Facebook. Quand je reçois des souvenirs, là, de 2009, je suis comme... je serais mal à l'aise de mettre ça moi, c'est des statuts que j'ai écrits en 2012, là. Durant la grève étudiante, j'étais comme, « Hey, tu te calmes. » Tu te calmes, tu gosses le monde, tais-toi. Oui, c'est ça. Oh moi aussi, c'est tu gosses le monde. Oh mon Dieu, c'est ça, j'ai perdu des amis. Tu sais, mais moi, j'ai toujours peur de gosser le monde. Oui, mais moi aussi. Comme, oh my God, je gosse le monde. C'est sûr. OK, j'arrête. Comme, honnêtement, là, ça m'arrive de supprimer des affaires parce que je suis comme, c'est nul. Moi aussi. C'est dégueulasse. Mais en tout cas, c'est pas tout le monde. Je pense que c'est pas tout le monde qui est comme nous là-dessus. Je suis sûre que c'est très répandu. Ah ouais? Ouais, moi, je publie de quoi? J'ai instantanément de l'anxiété. Je suis comme, oh my God. Moi aussi. Oh my God, c'est comment ça s'appelle ça? On parlait d'éco-anxiété, c'est les réseaux sociaux anxiété. Ah, moi, j'ai ça complètement. Moi aussi. C'est une grande anxiété, les réseaux sociaux, des fois. Mais en même temps, j'aime ça. Je suis droguée, je suis une cyberdépendante. Oui, mais en même temps, on dirait que c'est tellement rendu... Ça fait partie de la vie. Tu sais, c'est quasiment comme si quelqu'un qui est pas sur les réseaux sociaux, il n'a pas de téléphone. Mais il faut le faire en même temps, India, parce qu'il n'y a plus d'espace pour promouvoir, tu sais, nos projets. Ouais. Faut pas se gêner non plus. Les gens, ils veulent. Moi, je veux savoir que tu as écrit un livre. Je veux savoir que tu as donné une entrevue. Ça m'intéresse. Ben moi, c'est ça que je me dis parce que je pense tout le temps à ça chez les autres. Tu sais, je me dis, je ne saurais pas que mon tel ami est allé à une radio. Fait que je veux le savoir. Je veux qu'il le publie sur sa page pour que je puisse aller cliquer dessus puis l'écouter. Fait que je pense tout le temps ça pour les autres, mais pas pour moi. Donc, il faut que j'apprenne à le faire un petit peu plus. Il faut peut-être se décomplexer. Le dialogue intérieur, je pense que les plus jeunes générations sont vraiment plus très ouvertes là-dessus, décomplexées. Ouais. Qu'est-ce qui te donne espoir? Ben Greta Thunberg, elle me donne espoir. les jeunes me donnent espoir, puis vraiment, c'est... Je disais ça, là, au début d'Aurélie, puis... Je me souviens, tout le monde en parle. Guy m'avait demandé, est-ce que tu vois la jeunesse avec des lunettes roses? Puis je disais non. Moi, je trouve que je vois la jeunesse telle qu'elle est au lieu de telle que les médias les dépeignent. Tu sais, les médias dépeignent toujours et encore aujourd'hui les jeunes d'une façon que moi, je vois pas. Mais quand tu regardes, tu sais, à peu près à l'époque où j'ai sorti Aurélie, toi, t'es arrivée, puis là, tu dis que t'es féministe ou tu présentes ta charte. Hey, c'est pour vrai, c'était la même période. Un peu la même 2006, période. Ouais. Puis... Tu sais, alors que moi, je dis que je trouve que les jeunes sont informés, que je trouve que les jeunes arrêtons de parler d'hypersexualité, puis tout ça, puis regardez un petit peu, allez dans les écoles, vous allez voir, tu sais, les jeunes, ils ont des intérêts, puis tout ça, puis ils parlent d'écologie. J'avais dit ça à mon premier passage à Tout le monde en parle, puis je suis fière de ça aujourd'hui parce que moi, je vois que j'ai raison, que les jeunes sont beaux, sont informés, qui me donnent l'espoir, qui me donnent l'espoir en l'humanité. Puis je pense que les jeunes ont toujours été
l'espoir de l'humanité, tu sais, dans le sens que les jeunes amènent toujours quelque chose de nouveau. Moi, dans ma génération, on a amené quelque chose de nouveau qui est peut-être désuet aujourd'hui, mais tu sais, justement, comme je te disais, on s'adapte, puis, tu sais, faut pas avoir peur des jeunes, faut embarquer avec ce qui nous amène de regard sur le monde, qui nous ouvre des nouveaux horizons. T'as-tu peur de vieillir? Bien, dans un sens, oui, dans un sens, non. Le sens que non, c'est que j'ai failli mourir souvent. Fait que j'ai pas peur de vieillir parce que pour moi, c'est comme si je me sens dans un sursis, tu sais. Fait que je me sens... J'ai pas peur de vieillir parce que je trouve que c'est un cadeau, tu sais. Je me sens chanceuse là, de pouvoir continuer à âger parce que sinon, je me serais arrêtée à 28 ans, à 40, tu sais, à chaque fois que je suis passée très près. Je trouve que tu vieillis bien aussi. T'es fine. Mais c'est vrai, tu sais, t'as changé depuis tes premières apparitions publiques, je trouve. Peut-être que tu me donnes l'espace d'être plus moi-même. Ouais, peut-être. Moins stressée. Non, mais je te sens pas stressée. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sens que t'es moins stressée aussi Ouais, à c'est travers ça. le temps, peut-être. Ouais. Peut-être plus à l'aise avec ce que je vais dire. Mais là, peut-être que je dormirai pas de la nuit parce que je vais me dire pourquoi j'ai dit ça comme ça? Pourquoi j'ai dit ça mais comme ça? non, mais là... Mais l'autre partie qui me fait peut-être un peu peur de vieillir, c'est que c'est sûr que c'est difficile voir son corps changer, voir que tu oublies des choses, voir qu'il y a des concepts que tu comprends plus. Puis moi, j'ai la chance d'avoir Marianne, celle qui a joué Aurélie dans ma vie, qui est devenue comme ma petite sœur, la fille que j'aurai jamais ou tout ça. Puis que quand, là, j'ai besoin de comprendre quelque chose, elle vient me l'expliquer. Puis elle me l'explique, là, avec beaucoup de générosité, d'empathie. Tu sais, moi, là, quand Cœur de pirate l'a annoncé qu'il était queer, là, écoute, je savais pas c'était quoi. Tu sais, puis j'avoue avec humilité, mon ignorance, j'avais jamais entendu, je ne connais pas. Non, mais il y a plein de mots puis de Oui. concepts qui sont arrivés dans l'espace public, puis... Oui. Puis là, je dis, hey, viens prendre un thé, là, puis viens m'expliquer. Ah ouais. Donc, elle vient, puis là, elle vient m'expliquer. Ou, tu sais, c'est elle qui m'a aussi beaucoup... elle est devenue végétarienne avant moi, puis elle m'a beaucoup expliqué ses raisons, puis tout ça. Puis moi, ben je me souviens que je l'avais été à 20 ans, puis j'avais lâché, comme je te dis, parce que là, j'étais en train de perdre des amis. Puis à un moment donné, c'est Marianne qui m'a amenée. Fait que là, maintenant, on partage des recettes. Tu sais, elle s'assumait beaucoup là-dedans, puis je trouvais ça inspirant, donc elle m'a inspirée avec... Tu sais, fait que je trouve ça le fun de l'avoir dans ma vie parce que quand tu comprends la jeunesse par les yeux de la jeunesse, par quelqu'un qui a la générosité puis l'empathie de t'expliquer comme les nouveaux concepts que peut-être que ta pensée, faut qu'elle s'adapte parce que tout, tu sais, puis tout, ça va t'arriver. Tu sais, les jeunes... Ben, moi, je suis déjà là. C'est ça. Moi, je suis déjà... j'ai besoin d'explications. Puis tu sais, imagine, toi, tu as J'ai fait 28 ans. partie des gens militants pour vraiment des nouveaux concepts. Puis là, tu sais, toi... Moi, il y a plein d'affaires C'est que ça. je suis comme, OK, c'est nouveau. C'est Ouais. c'est d'autres choses, puis c'est correct aussi. Oui, c'est correct. Puis moi, je pense qu'il faut pas Attends rester une seconde, ancré. j'ai un FaceTime Oups. de Myriam Comtois. Ah! Bye, Myriam. Est-ce que... Allô? mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est important pour moi de pas rester ancré. C'est ça qui est le plus... Mais tu sais, vieillir physiquement, oui, ça, je t'avoue que je trouve ça plus difficile, tu sais. Quand je vois, mettons, un sourcil blanc apparaître, là, c'est comme, oh, OK. Tu sais, moi, j'ai eu des cheveux blancs très jeunes parce que quand tu... là, je sais pas Mais si... c'est le temps qui passe. Ouais. Puis le temps qui passe, c'est beau, finalement. C'est la vie qui continue. tu Ben sais, oui, c'est je trouve. ça. Puis- Moi, je trouve ça beau, des marques de vieillesse. sur Moi le aussi, je visage. trouve ça Moi, je trouve beau. ça très beau chez les femmes, chez les hommes, Ouais. chez tout le monde. Oui, moi aussi, je trouve ça beau. Puis, mais, tu sais, c'est sûr que quand tu regardes tes photos, puis... Ah, moi, je m'aime plus maintenant qu'avant, là. Ouais. Toi, non? Oui, mais, tu sais, t'as vécu ça, là, la dysmorphie corporelle, à Ouais. cause de ce que t'as vécu. Puis je pense que moi aussi, j'ai vécu ça. Puis je sais pas si ça te fait ça, mais oui, quand t'as eu des troubles alimentaires? J'ai plus eu des troubles de dysmorphie corporelle
que de troubles alimentaires. Les troubles alimentaires sont arrivés un peu plus tard, mais tu sais, c'est comme... Ça serait un long sujet, là, mais je sais que j'ai eu des troubles de dysmorphie corporelle. Puis quand je regarde, je sais pas si ça te fait ça, mais des photos, mettons, d'il y a 15 ans, je suis comme, ben voyons, qu'est-ce que j'avais? Mm-hmm. Voyons, Ah oui, quand je regarde des photos de moi enfant, j'étais comme, ben là, voyons. Ben oui, c'est ça. C'est quoi? C'est ça, c'est fou. Puis c'est pour ça que je me dis, il faut avoir de la compassion pour par où on est passé comme société, puis ce qu'on se fait envoyer comme image, puis ce que, tu sais... On est des éponges, tu sais. Ouais. Et moi, c'est le seul affaire avec les réseaux sociaux qui me tape un peu sur les nerfs, c'est que je me dis, tu sais, si à mon époque, il y avait quand même toute une incidence de ces images-là, puis une répercussion claire, négative sur la perception de soi. Qu'est-ce que c'est avec les réseaux sociaux? On est toujours en train de se comparer. Puis ça, pour vrai, je me demande comment qu'ils le perçoivent. Ils et elles le perçoivent, cette espèce de pression-là. Oui, puis ça me fait du bien que des filles, tu sais, montrent leurs défauts physiques, puis tout ça sur les réseaux sociaux. Puis l'autre jour, j'entendais quelqu'un dire... C'est du sexisme internalisé, puis puis j'étais là, attends, les filles font pas ça pour les gars, les filles font ça pour les filles. Ah, ça, je trouve ça hyper infantilisant. Les gens qui disent, ben voyons donc, qu'est-ce qu'elle est en train de faire là, à se montrer, je suis comme, mais toi, là, qui es-tu pour juger de l'intention? Moi, les procès d'intention, je suis pas capable. Moi non plus. Je suis vraiment pas capable. Je crois à la force des gens, puis leur indépendance, puis s'ils le font, ils le font. Puis on n'est pas là pour juger est-ce que la personne cherche à plaire à quelqu'un. Ça me gosse. Oui, parce que moi, ça me fait du bien de voir comme une jambe avec de la cellulite. Ça me fait du bien. Parce que moi, quand j'étais ado, là, je n'avais pas l'occasion de voir ça. Tout ce que je voyais, puis même jeune adulte, tout ça, ce que tu vois, tu sais, ce que tu as amené dans la société, c'est bon parce que on avait besoin de voir d'autres formes de corps parce que tu as l'impression qu'il y a juste une forme de corps qui est la bonne forme de corps. Puis, tu sais, moi, là, dans ma différence corporelle, là, tu sais, je suis quelqu'un que j'ai pas de sein, tu sais. Puis, dans la société, c'est comme si on te dit constamment, tu sais, qu'il faut avoir des seins, puis si t'en as pas, faut qu'ils soient plus gros, puis Puis, moi, là, je me suis toujours assumée là-dedans. Autant, là, où j'avais, tu sais, je me suis toujours assumée là, dans avoir des petits seins. OK? Je suis fière de mes petits seins. Je suis du genre à pas mettre des brassières rembourrées, des affaires comme ça. Je suis comme, j'aime ça, les petits seins. Puis j'ai toujours trouvé belle des filles avec des petits seins, tu sais. Fait que, mais en même temps, tu sais, ça prend une force de caractère pour dire, on m'envoie une image que moi, mon corps, finalement, rentre pas dans les standards. Puis moi, je vais décider que moi, finalement, ça, tu touches pas à ça. Tu sais, tu touches pas à mes seins. OK, là, tout le reste, là, tu sais, mon corps, il est comme ça, ça fonctionne pas. Mes seins, tu touches pas. Tu sais, ça prenait quand même une force de caractère, mais c'est une affaire que j'ai choisie sur mon corps, que c'est comme, si tu touches pas, tu sais, t'as pas le droit. Tu sais, ça, moi, j'aime ça comme ça. Mais c'est une affaire que, finalement... Que moi, j'ai réussi à avoir une force de caractère de défendre, mais c'est pas... Je trouve que c'est pas nécessairement facile de défendre quelque chose. Pour s'assumer, je trouve qu'il faut avoir vraiment comme une espèce de force de caractère. Puis moi, même au quotidien, des fois, je me dis, pas nécessairement sur le physique, mais sur plein d'affaires, je suis comme, non, laisse-toi pas aller là-dedans, reste forte, reste focus, t'es capable, mais il faut se le dire. Puis on se fait traiter, tu sais, comme moi, là, je me faisais traiter de planchère passée, tu sais, on se fait traiter de non, les filles, par rapport à des choses physiques que ça marque. Oui, que ça nous reste dans la tête. Ah, moi, écoute, ça, j'ai jamais dit ça, là, puis après, il va falloir que je te laisse parce que mon bébé m'attend. À un moment donné, il y a un gars qui a écrit un roman et je suis dans le roman et il me décrit physiquement et il dit boudiner. Ça veut dire quoi? Genre un peu grasse du corps. Et j'ai lu ça, puis j'étais comme... Je pouvais pas croire. Comme, quand j'ai lu ça, ça m'a tellement fait de la peine. Mais je comprends. Puis tu sais, c'est con parce que, je veux dire,
c'est quoi le rapport de dire... Je comprenais pas pourquoi il me décrivait comme ça, mais parce que j'étais plus... j'étais peut-être un petit peu plus... Non, vraiment pas. Non. Vraiment pas. Non, t'as pas à y accorder un pouce je te de jure que crédibilité. ça m'a tellement marqué, ça m'avait comme... C'était péjoratif. Puis Ouais. c'est fou comment il y a des petits mots des fois qui marquent. Ben oui, puis c'est de pas considérer à quel point qu'on a de la pression, nous, les femmes, pour notre apparence physique, puis comment que ces petits mots-là peuvent venir nous faire mal. Puis je suis contente du mouvement que tu as parti puis qui continue beaucoup aujourd'hui sur la diversité corporelle. Puis qui est démocratique, qui est partout, Oui. là, quelque part. Là, Mais il faut quand même qu'on ait encore... Je trouve qu'il faut qu'on ait la compassion les unes envers les autres avant de s'envoyer des insultes. Puis de slut-shamer, moi, ça me tape Ouais. ses nerfs, le monde qui slut-shame, Ouais. qui juge beaucoup. Ouais. Regarde, T'sais, c'est assez. oui, puis je pense que c'est correct entre filles de se dire « Hey, check, j'ai la cellulite, ça se peut. Hey, check, tu sais, moi, j'ai ça. » Tu sais, c'est correct entre filles. Je le vois pas comme on fait ça pour les gars, je le vois. Une fille là, qui monte sa cellulite, là, elle fait pas ça pour les gars, on Puis s'entend. une là. fille qui se met tout nue puis qui désire être dans une Être espèce belle. de... Oui, puis dans un processus d'empowerment. Oui. Moi, je célèbre ça, puis Moi, je serai je- jamais moi la aussi. fille qui va dire... Qui va avoir un regard négatif là-dessus. Non, Et, moi non plus. Et sur ça, je t'inviterai à Oui. manger le petit chocolat. Là, c'est pas grave si on a fini de parler. Fait que Parce c'est pas grave qu'on le si- voit pas, mais j'ai un bébé qui m'attend. Merci beaucoup, India. C'était vraiment cool. Merci. Merci à toi.